Dans le monde magique d'Alnith, une guerre est en cours entre les mortels, dont la durée de vie est limitée, et les immortels, qui ont la possibilité de réapparaître. L'issue de la guerre dépend du combat entre les deux hommes les plus forts des deux camps, Graham, le héros humain, et Veltol, le seigneur démon qui règne sur les immortels. Un tel combat aurait normalement été perdu d'avance puisque Veltol est immortel, mais grâce à l'épée sacrée que possédait Graham, il a pu porter un coup suffisamment puissant pour vaincre la régénération de Veltol et le mener à sa perte. Veltol n'a pu s'empêcher de féliciter le héros d'être parvenu à le vaincre, mais il n'a pas digéré d'avoir perdu contre un mortel. Dans ces derniers instants, il a juré qu'il reviendrait pour se venger, et il a disparu du monde. Des années plus tard, Veltol se réveille à nouveau et est accueilli par l'une de ses fidèles servantes, Makina. Elle s'agenouille devant lui et lui dit qu'elle a patiemment attendu 500 ans le jour où il reviendrait. Elle s'excuse de devoir s'occuper de lui dans une tenue aussi décontractée, mais Veltol répond que cela ne le dérange pas. Il est heureux qu'elle ait réussi à accomplir son rituel de réincarnation et à le ramener à la vie, mais cela dit, il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve et veut repartir à la conquête d'Alnith. Makina lui explique alors que beaucoup de choses se sont produites au cours des 500 années qui se sont écoulées depuis sa mort, et qu'Alnith n'existe plus. Il y a environ 80 ans, Alnith et la Terre ont été victimes d'une catastrophe majeure qui a entraîné la fusion des deux mondes. En conséquence, 90% de la population a été décimée et les gouvernements nationaux ont cessé de fonctionner. Les villes ont commencé à fonctionner comme des États indépendants et quelques guerres ont éclaté depuis lors, mais la situation est relativement pacifique aujourd'hui. C'est l'état actuel du monde, et étant donné que la Terre possédait une technologie incroyablement avancée et qu'Alnith possédait de la magitech, la fusion des deux mondes a conduit à de nombreuses avancées rapides. Makina l'emmène à la surface pour lui montrer à quoi ressemble le nouveau monde, et Veltol est stupéfait de voir à quel point le monde a évolué. Mais dans son étonnement, il oublie de faire attention à ce qui l'entoure et manque de percuter un inconnu dans la rue, ce qui oblige Makina à le repousser. Il s'excuse auprès d'elle de s'être laissé distraire, mais il n'arrive pas à croire que cet homme l'ait percuté aussi imprudemment, elle, l'indécis d'Arc-Pire. C'est presque comme s'il ne savait pas ou ne se souciait pas de qui elle est, alors Veltol est prêt à instiller un nouveau sentiment de peur chez ces mortels stupides. Il lève la main vers le ciel, et Makina sait déjà ce qu'il s'apprête à faire. Elle essaie donc de lui dire que ce n'est pas une bonne idée, mais il est déjà trop tard, car il a déjà lancé son sort dans le ciel et créé un énorme trou dans la couverture nuageuse. Les gens semblent plus agacés qu'effrayés par le fait que quelqu'un ait été assez stupide pour utiliser la magie dans la ville. Une alarme se déclenche peu après, et Makina explique qu'il est interdit d'utiliser la grande magie dans la ville, et qu'ils doivent donc quitter les lieux avant d'avoir des ennuis. Veltol ne comprend pas pourquoi il doit faire quelque chose d'aussi lâche que de s'enfuir, mais comme Makina insiste, il la suit. Cependant, alors qu'ils partent, Veltol remarque quelqu'un qui ressemble beaucoup au héros Graham, et il n'a pas le temps d'affronter l'homme car Makina continue de l'entraîner. Une fois hors de danger, Makina s'assoit avec Veltol et l'informe qu'après sa mort, les immortels ont dû signer un cessez-le-feu avec les mortels, et la guerre entre eux a pris fin. Mais lorsque les mondes ont fusionné il y a 80 ans, les citoyens du royaume des immortels ont été contraints de se disperser dans le monde entier, et peu de temps après, les grandes industries ont entamé une croisade contre eux. Veltol lui demande ce qu'elle veut dire, et Makina lui explique que les habitants du monde ont décidé collectivement que les immortels ne méritaient pas les droits de l'homme, et qu'ils ont donc commencé à les chasser sans relâche. Au début, ce n'était pas si grave, mais les gens ont mis au point des armes anti-immortelles, et à partir de ce moment-là, les immortels ont été tués à vue, au point de frôler l'extinction. Il faut quelques instants à Veltol pour comprendre que son peuple a été anéanti, mais une fois qu'il l'a accepté, il demande à Makina si elle sait ce qu'il est advenu des 5 autres pères noirs. On ignore où se trouve Silwald et Ralshin, mais la mort de Zeno est malheureusement confirmée. Il s'est sacrifié et a servi de leurre pour que Makina puisse échapper aux chasseurs. Il a dit qu'il le faisait pour le bien de Veltol car, à part Ralshin, Makina était la seule personne capable d'accomplir le rituel de réincarnation de Veltol. Zeno a toujours été un fidèle de Veltol, il est donc reconnaissant d'avoir eu un si bon subordonné, mais il reste encore une personne que Makina n'a pas mentionnée, alors Veltol lui demande ce qu'il en est de Marcus. Makina n'a pas vraiment envie de parler de Marcus, alors elle essaie de changer de sujet et demande à Veltol s'il a soif. Veltol dit que non, alors Makina doit inventer une excuse pour expliquer qu'il a besoin de boire quelque chose et lui dit d'attendre là pendant qu'elle va en acheter. Pendant qu'elle est partie, un YouTuber commence à s'afficher sur des panneaux d'affichage, et Veltol se demande ce que c'est. Il remarque ensuite que plusieurs lumières s'allument dans les environs, et qu'elles semblent être causées par une fille qui se trouve sur un toit près des panneaux d'affichage. On ne sait pas trop ce qu'elle fait au début, mais elle fait un geste du poignet. En un instant, tous les panneaux d'affichage se mettent à diffuser des vidéos de Hub. La jeune fille semble assez satisfaite d'elle-même, et personne ne sait que c'est elle qui a fait ça, alors elle commence à s'éloigner. Mais alors qu'elle s'en va, Veltol l'appelle, et elle panique un peu parce qu'elle vient de se faire prendre. Elle essaie de prétendre qu'elle n'est pas impliquée, mais Veltol l'a clairement vu faire quelque chose avec les terres environnantes, et tout d'un coup, les écrans ont changé.
Elle n'arrive pas à croire que quelqu'un ait été assez perspicace pour comprendre ce qu'elle a fait en se basant uniquement sur les terres environnants, alors elle demande à Veltol qui il est. Bien qu'elle ne le prenne pas au sérieux lorsqu'il affirme être le seigneur des démons, Veltol explique qu'il sait qu'elle a fait quelque chose aux écrans géants, mais qu'il n'en comprend pas le principe, et qu'il aimerait donc l'apprendre d'un expert comme elle. La jeune fille est flattée qu'il la prenne pour une experte en la matière, et elle commence à expliquer qu'il ne s'agissait que d'un piratage de base, et qu'en comparaison, la fuite des fichiers Pokémon était bien plus difficile. Tout ce qu'elle a fait, c'est profiter d'une faille fatale dans la barrière logique du panneau d'affichage, et elle a glissé quelques vidéos épicées pour s'amuser. Veltol l'interrompt et lui dit qu'il est à la recherche d'un de ses subordonnés nommé Marcus, et qu'il se demande si elle a une idée de l'endroit où il peut le trouver. La jeune fille lui montre une tour massive au milieu de la ville et lui dit que le PDG de cette entreprise s'appelle Marcus, et qu'il pourrait donc le trouver s'il s'y rendait. Veltol suit son conseil et se rend à Heavy Magic Industries à la recherche de Marcus. En entrant, il aperçoit une chose bizarre qui s'agite devant lui, mais il l'ignore et se dirige vers la réception. Il dit à la réceptionniste qu'il est ici pour chercher Marcus, mais avant même qu'il ait fini de parler, la secrétaire privée de Marcus arrive et dit qu'elle est ici pour apporter Veltol à Marcus. Ils montent tous les deux dans l'ascenseur qui mène au sommet de la tour, et pendant qu'ils montent, Veltol remarque que la secrétaire a une épingle de la chose qu'il a vue quand il est entré, alors il demande de quoi il s'agit. Elle lui répond fièrement qu'il s'agit de la mascotte de l'entreprise et qu'ils ont l'intention de créer une marque autour d'elle dans un avenir proche. Veltol finit par arriver au sommet de la tour, où il trouve Marcus assis sur son. Marcus dit que cela fait longtemps qu'il n'a pas vu Veltol, mais Veltol trouve irrespectueux que Marcus reste assis en présence de son roi. Marcus l'ignore et lui demande ce qu'il a à faire ici. Veltol lui répond qu'il veut que Marcus l'aide à reconstruire le royaume immortel. Marcus lui rit au nez pendant une bonne minute avant de lui dire qu'il ne le fera pas, d'un ton moqueur. Veltol se sent insulté et se prépare à donner à Marcus une douloureuse leçon de respect. Cependant, avant qu'il ne puisse lancer son sort, l'assistante de Marcus lui assène un coup de lame, ce qui l'oblige à s'esquiver. Il est choqué de voir qu'elle est capable d'utiliser la magie de la forge d'armement, mais avant qu'elle n'attaque à nouveau, Marcus lui demande de se retirer. Il se tourne ensuite vers Veltol et lui dit qu'il est devenu faible car, dans la fleur de l'âge, il ne se serait jamais senti menacé par une magie de cette ampleur. Comment compte-t-il s'emparer du monde si un seul humain est capable de lui donner autant de fil à retordre? Marcus refuse de servir un roi aussi pitoyable et demande à Veltol de le quitter des yeux avant qu'il ne le force. Veltol est furieux et commence à lancer son sort pour abattre Marcus, mais avant qu'il ne puisse terminer, Marcus a déjà lancé son briseur de sorts, et Veltol reste sous le choc car Marcus n'a jamais été assez doué pour le surpasser dans le domaine du lancement de sorts. Marcus attend ce moment depuis des années et prend plaisir à dire à Veltol que sa force est une relique du passé. Il révèle l'implant qu'il a dans la nuque, mais Veltol ne sait pas ce que c'est, alors Marcus sort une vidéo d'instruction qui explique tout à son sujet. L'appareil s'appelle une Familia, et alors que l'utilisation de la magie nécessite normalement un processus en 5 étapes, initialisation, construction, expansion, incantation et proclamation, cet appareil permet de sauter 3 étapes, de sorte que n'importe qui, et je dis bien n'importe qui, peut désormais utiliser la magie à des niveaux élevés. Et au cas où Veltol aurait l'idée d'implanter sa propre Familia, Marcus l'a spécifiquement conçu pour être incompatible avec les êtres supérieurs comme Veltol. Cela signifie qu'il ne pourra jamais utiliser de Familia, et bien que sa vitesse naturelle de lancement de sorts soit surhumaine, comparée à celle de l'IA, il pourrait tout aussi bien envoyer ses sorts par la poste. Veltol demande pourquoi Marcus fait tout cela, et Marcus lui révèle qu'il n'a jamais aimé Veltol depuis le jour où ils se sont rencontrés. Il était tyrannique, arrogant, et pire encore, il avait les compétences nécessaires pour justifier son arrogance, si bien que Marcus n'a jamais pu s'opposer à lui à l'époque, mais tout cela a changé. Il dit à Veltol qu'il est temps pour lui de partir, alors Marcus lui lance plusieurs épées de sang, et Veltol n'est pas capable de les esquiver toutes, alors il finit par être poignardé plusieurs fois et projeté par la fenêtre. Marcus a toujours voulu faire ça, et maintenant qu'il a enfin triomphé de Veltol, il déclare qu'il est le nouveau seigneur des démons. Mais tout cela mis à part, sa secrétaire veut vraiment discuter des idées promotionnelles qu'elle a pour la mascotte de l'entreprise, alors Marcus lui dit de soumettre ses idées lors de la prochaine réunion de planification. Pendant ce temps, Veltol a atterri en catastrophe dans la ville, et sa régénération est bien plus lente qu'avant, si bien qu'il a du mal à se remettre de sa blessure. Il tente de sortir dans la rue mais se heurte accidentellement à quelqu'un, ce qui lui vaut une bagarre qu'il perd immédiatement. Maintenant, regardez-le, étendu sur un tas d'ordures, se demandant pourquoi il continue à perdre contre les mortels, comme il a perdu contre Graham, jusqu'à ce que Makina finisse par le trouver. Makina le fait monter dans un train et commence à s'excuser d'avoir hésité à l'informer de la trahison de Marcus, et c'est à cause de son hésitation qu'il a fini par être déshonoré à ce point. Il lui répond qu'il n'a pas à s'excuser, car même si elle l'avait prévenu, il aurait voulu le confirmer par lui-même.
Une fois le train arrêté, Makina conduit Veltol à l'immeuble dans lequel elle vit et lui dit que c'est sa maison. Veltol pense qu'elle veut dire que tout l'immeuble lui appartient, mais Makina l'emmène dans sa petite chambre et lui explique que c'est là qu'elle vit vraiment. Veltol pense d'abord qu'elle plaisante, mais Makina est tout à fait sérieuse, car c'est tout ce qu'elle peut se permettre avec son salaire. Veltol se rend compte qu'elle a vécu ainsi pendant tout ce temps en attendant son retour, alors il la serre contre lui et la remercie, car il n'oubliera jamais la loyauté qu'elle lui a témoignée. Il y a plusieurs siècles, Makina était persécutée par les gens de son époque. En effet, après avoir découvert qu'elle était immortelle, ils l'ont rendue responsable de tous leurs problèmes et ont décidé que la meilleure chose à faire était de la jeter dans un volcan. Cependant, avant que Makina n'entre dans la lave, Veltol surgit de nulle part pour la sauver. C'était la première fois qu'ils se rencontraient, et la seule raison pour laquelle Veltol était venu était qu'il avait entendu dire qu'il y avait un autre immortel comme lui dans la région, et après avoir vu Makina pour la première fois, il n'a pas été déçu. Il lui proposa de lui consacrer son corps et son âme, et depuis ce jour, Makina est restée fidèle à Veltol. Makina ne tarde pas à se réveiller. Avant que Veltol ne se réveille, elle se rend à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. En attendant que la soupe bouille, elle fait appel à son assistant virtuel, Elclay, et une version miniature d'elle-même apparaît dans son champ de vision. Elle lui indique la date, l'heure et les conditions météorologiques actuelles. Makina demande à Elclay comment elle se porte. Elclay effectue alors un diagnostic complet de ses systèmes et lui annonce que tout fonctionne parfaitement. Ce qui est bien, mais ce n'est pas exactement ce que Makina demandait. Makina termine son petit déjeuner, puis va réveiller Veltol et lui sert la nourriture. Il n'a jamais vu un tel plat, mais rien qu'à l'odeur, il sait qu'il va être délicieux. Il prend les baguettes pour goûter, et bien sûr, il adore la nourriture que Makina lui a préparée, ce qui rend cette dernière extrêmement heureuse. Une fois qu'il a fini de manger, Veltol demande à Makina si elle sait où se trouvent d'autres immortels, et elle connaît en effet quelques immortels qui ont réussi à échapper à la chasse aux immortels. Mais récemment, des immortels ont disparu, et Makina a même perdu le contact avec deux de ses proches assistants, Orné et Palmlook. Elle espère qu'ils se sont simplement cachés, mais n'ayant aucun moyen de les contacter, elle n'en est pas sûre. Veltol lui demande si les chasses à l'immortel existent toujours, mais elle lui répond qu'elles ont pris fin il y a plusieurs dizaines d'années. Ces chasses ont été lancées par Marcus pour asseoir sa position au sommet, et maintenant qu'il a tout le pouvoir, il n'a plus aucune raison de continuer. Le ressentiment des gens à l'égard des immortels a également diminué au fil des ans, si bien qu'il n'est pas particulièrement dangereux d'être vu à l'extérieur. Après la disparition des aides de Makina, elle s'est rendue à leur appartement pour prendre de leurs nouvelles, et l'endroit était en désordre. Mais le seul indice qu'elle a trouvé est cette note sur laquelle sont inscrits les mots « Fournaise immortelle ». En lisant le message, Veltol attrape sa tasse de thé, mais une douleur soudaine le fait tressaillir et il renverse la tasse partout. Il semble qu'il n'est pas encore complètement guéri des blessures qu'il a subies hier, et ce n'est pas seulement sa régénération qui s'est affaiblie, tout en lui est plus faible qu'avant. Même le sort qu'il a lancé à son arrivée aurait eu un effet bien plus important si Veltol était à pleine puissance. Makina explique cela par le fait que la foi que Veltol utilisait comme pouvoir à l'époque de sa splendeur n'existe plus. Pour l'instant, on ne parle de lui que dans les livres d'histoire. Sans reconnaissance, les pouvoirs de Veltol ne lui reviendront jamais vraiment, mais il pense que cela devrait être assez facile à résoudre puisqu'il n'a qu'à se faire connaître une fois de plus. Cela dit, il dit à Makina qu'il veut sortir et explorer les environs, car rester assis toute la journée serait mauvais pour lui, alors Makina suggère qu'ils aillent tous les deux faire du shopping. Ils entrent donc dans un magasin et Makina lui demande de monter sur la plateforme pour que la machine puisse prendre un scan 3D de son corps. Elle s'excuse d'être limitée à des vêtements bon marché en raison de son budget, mais Veltol lui dit que cela ne le dérange pas, car sa beauté naturelle lui irait bien dans n'importe quel vêtement. Après avoir pris ses mensurations, elle demande à Veltol s'il a des préférences, mais il ne connaît pas grand-chose au style de l'époque actuelle et laisse le choix à Makina. Makina décide de demander à Elclay de faire le choix le plus optimal pour Veltol, en tenant compte du budget et de l'aspect pratique. Makina ne pense pas qu'un survêtement soit une bonne idée, mais une fois que Veltol l'a vu, il a adoré son apparence, et il est encore plus intrigué par le motif dans le dos. Makina lui explique qu'il s'agit d'une ancienne langue utilisée par les gens qui vivaient sur cette terre, et que les symboles sur la veste épellent Démon Lore, Seigneur des démons. Comme Veltol a l'air d'aimer ça, elle prend le survêtement pour lui et sort du magasin. Mais avant qu'elle ne parte, il attire son attention parce qu'ils n'ont pas encore payé. Makina lui explique que toutes les transactions sont effectuées automatiquement. Ils mangent ensuite dans un fast-food et, alors qu'ils sont assis ensemble, Veltol demande à Makina ce que c'est que de se faire installer un Familia. La trahison de Marcus mise à part, le Familia est sans aucun doute un appareil révolutionnaire, et il est donc curieux de le découvrir. Makina explique qu'il est très pratique, car il permet non seulement d'utiliser plus facilement la magie, mais aussi de recueillir des informations, de faire des achats ou même de communiquer.
Avant que les familias ne se généralisent, les gens avaient des smartphones pour faire ces choses, mais c'était vraiment peu pratique de devoir les tenir en main. Veltol lui demande de le lui montrer, il le fait tourner et commence à le toucher. Makina est d'abord un peu effrayée, mais elle s'amuse beaucoup, au point que sa familia doit l'avertir que son rythme cardiaque vient de s'accélérer. Une fois qu'il a fini de l'inspecter, Veltol lui demande si ce n'est pas inconfortable d'avoir la familia installée dans la nuque. Au début, c'était étrange, mais elle s'y est habituée quand il est devenu illégal pour les entreprises de diffuser des publicités directement dans la tête des gens. Il est difficile de vivre au quotidien sans un tel dispositif, mais en même temps, avoir un familia ne rend pas nécessairement la vie meilleure, comme le montre sa situation actuelle. Alors qu'il rentre chez eux, Veltol déclare qu'il va trouver un emploi. Makina est déconcerté et dit à Veltol qu'il n'a pas besoin de faire quelque chose d'aussi bas que de travailler. Ses conditions de vie ne sont peut-être pas optimales à l'heure actuelle, mais elle lui assure qu'elle lui offrira un meilleur mode de vie. Elle dit qu'elle va simplement faire plus d'heures de travail, ou peut-être même obtenir 2 ou 3 emplois supplémentaires, mais Veltol l'interrompt et dit que les temps ont changé. Il n'est plus le dieu omnipotent qu'il était autrefois, et il doit donc s'adapter aux circonstances actuelles. Et surtout, il ne se sentirait pas bien s'il restait assis sans rien faire pendant que Makina travaillait pour lui fournir de la nourriture, des vêtements et un abri. Sans ses devoirs de roi pour l'occuper, il devra travailler, mais cela ne signifie pas qu'il a renoncé à conquérir le monde. Il demande donc à Makina si elle est prête à continuer à le servir, et Makina jure d'être à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. Plus tard dans la journée, Veltol s'apprête à partir à la recherche d'un emploi, mais Makina refuse de le laisser partir sans elle car elle s'inquiète pour lui. Veltol lui dit qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle a son propre travail, mais Makina lui dit qu'elle peut simplement s'absenter pour la journée afin de l'accompagner. Veltol refuse et lui rappelle que dans le cas improbable où il ne trouverait pas d'emploi, il devrait compter sur ses revenus, et qu'elle ne peut donc pas se passer de son travail. Makina accepte de le laisser partir seul, mais pour plus de sécurité, elle remet à Veltol un appareil contenant un peu d'argent en cas d'urgence. En cas de problème, Veltol peut l'utiliser pour la contacter et elle se rendra sur place dès que possible. Il se rend compte qu'elle s'inquiète pour lui, mais l'ampleur qu'elle prend lui donne l'impression d'être un enfant. Même s'il a dit qu'il voulait partir seul, il n'a pas la moindre idée du type d'emploi disponible ou de la manière d'en trouver un. Il commence aussi à avoir faim, il ne peut pas se permettre de faire la fine bouche s'il ne veut pas finir par mendier dans la rue. Il se lève et crie qu'il n'a pas d'argent et qu'il cherche du travail, mais alors qu'il crie, un homme s'approche de lui et lui dit d'arrêter. Il lui dit que si Veltol veut travailler, il doit se rendre à la guilde commerciale avec sa carte d'identité, mais Veltol n'a jamais entendu parler d'une carte d'identité et le type suppose qu'il doit être un immigré. Comme il est clair que Veltol ne connaît rien à la ville, l'homme l'informe qu'il s'agit de son territoire et que Veltol ne peut pas faire ce genre de choses. Veltol n'avait pas réalisé qu'il empiétait sur le territoire de quelqu'un d'autre, il s'excuse donc et se tourne pour partir, mais avant qu'il ne le fasse, l'homme lui tend un formulaire de demande d'emploi et lui dit de l'apporter à la guilde commerciale pour qu'il puisse y postuler. Cela ne lui garantira rien, mais c'est mieux que de ne rien avoir. Il prévient également Veltol de ne pas s'impliquer dans les entreprises de la société IMI, en particulier dans le secteur de la construction, car elles exploitent énormément les gens et se moquent des règles de sécurité. Veltol suit le conseil de l'homme et le remercie pour son aide. Il se rend donc à la guilde commerciale à la recherche d'un emploi. Mais une fois sur place, son interlocuteur n'est pas très enthousiaste à l'idée de l'engager. Sur sa candidature, Veltol a inscrit « magie d'anéantissement à grande échelle » comme l'une de ses compétences spéciales, ainsi que « création de donjons » et « expérience à la tête d'une nation il y a 500 ans ». L'enquêteur rejette donc calmement sa candidature et dit à Veltol qu'il n'y a pas de poste disponible. De plus, comme Veltol n'a pas de familia, il ne peut pas être embauché. De retour chez lui, Veltol se sent très déprimé de ne pas avoir trouvé de travail. Il s'allonge sur les genoux de Makina et lui demande s'il est vraiment incapable de faire quoi que ce soit dans ce monde, mais elle lui assure qu'il est toujours supérieur à tous les autres, et lui dit qu'il devrait la laisser travailler à partir de maintenant. Mais Veltol refuse de rester inactif et demande à Makina si elle peut contacter quelqu'un pour l'aider, et maintenant qu'elle y pense, il y a bien quelqu'un qu'elle peut appeler. Veltol est surpris que Makina ait un ami à cette époque, mais Makina n'appellerait pas cette personne un ami. Elles font du shopping ensemble, mangent, jouent et passent la nuit ensemble, mais c'est à peu près tout. Veltol est perplexe, car pour lui, il s'agit exactement d'un ami, mais Makina refuse toujours de le reconnaître. Un peu plus tard, il rencontre l'ami de Makina dans un café voisin, et il s'avère qu'il s'agit d'une hackeuse que Veltol a rencontrée. Elle se présente correctement à Veltol et dit s'appeler Takahashi, mais même si Makina avait mentionné que le grand seigneur démon serait un jour ressuscité, elle n'avait jamais pensé qu'elle pourrait le rencontrer en chair et en os. Makina lui crie de ne pas lui manquer de respect, mais Veltol lui répond que ce n'est pas grave puisque c'est lui qui lui demande de l'aide.
Veltol lui demande comment Takahashi et Makina se sont rencontrés, et Takahashi commence à expliquer qu'elle a rencontré Makina sur un site de Duan, mais après avoir vu l'expression du visage de Makina, elle réalise qu'elle ne devrait probablement pas parler à Veltol de l'historique de recherche de Makina, et elle lui dit d'oublier ça. À ce moment-là, Veltol remarque la familia sur le cou de Takahashi et s'approche pour l'inspecter, ce qui effraie Takahashi, mais elle le laisse finir ce qu'il est en train de faire. Veltol s'excuse de l'avoir surprise, mais il a remarqué que la familia de Takahashi était différente de celle de Makina, et il a donc cherché à savoir comment elle était construite et comment elle fonctionnait. Takahashi s'étonne que Veltol puisse faire tout cela simplement en le touchant. Makina lui explique alors que Veltol a la capacité, Sajai, qui lui permet d'utiliser le flux de mana pour comprendre la composition de n'importe quel objet qu'il touche. Il a une idée générale du fonctionnement d'une familia, mais il y a encore beaucoup de composants qu'il ne peut pas encore analyser complètement. Mais c'est un problème pour un autre jour, car s'ils sont ici en ce moment, c'est pour demander à Takahashi d'initier Veltol à un certain type de travail. Elle demande pourquoi Veltol ne va pas simplement à la guilde commerciale, mais il a déjà essayé, et ils l'ont rejeté parce qu'il n'avait pas de familia. Et à cause de certains CDO qui vendent des données contre lui, Veltol ne peut pas faire installer une familia, alors ils espéraient que Takahashi aurait des idées. Takahashi réfléchit un instant, et Veltol est un jeune seigneur démon de 500 ans avec une belle voix, un beau visage et pas de familia. Il n'y a qu'une seule option possible, et il a donc été décidé que Veltol deviendrait un streamer. Takahashi a expliqué que les streamers mettent en ligne des vidéos d'eux-mêmes en train de faire des choses pour lesquelles ils reçoivent de l'argent sous forme de revenus publicitaires ou de dons. Elle a même du matériel qui lui reste de l'époque où elle faisait du streaming, même s'il est un peu dépassé, mais si Veltol devient populaire, il pourra s'acheter du nouveau matériel. Makina est fermement opposée à l'idée que Veltol devienne streamer, car ce travail est extrêmement instable et risqué. Elle pense qu'il vaudrait mieux qu'il trouve un emploi fiable, comme retourner des hamburgers, mais Takahashi pense que cela pourrait être une grande opportunité pour lui. Veltol a une belle voix, un beau physique et une aura incroyable. Il remplit donc tous les critères pour devenir une star. Makina ne peut nier que Veltol est charmant, mais elle n'est pas sûre que ce soit une bonne idée. Il y a certains jeux auxquels il ne pourrait pas jouer sans familia, mais il pourrait toujours s'en tenir aux jeux qui utilisent encore des contrôles physiques. La plupart des gens ne regardent même plus le jeu, ils regardent juste pour voir Veltol faire des choses. Makina lui demande ce qu'il en pense, et comme il n'a pas beaucoup d'options, il accepte de suivre l'idée de Takahashi. Plus tard dans la journée, Makina prend un bain pendant que Veltol fait des recherches sur l'internet de ce monde, et il ne lui faut pas longtemps pour comprendre comment elle fonctionne. Il ne tarde pas à comprendre son fonctionnement. Il permet aux gens de diffuser des informations plus rapidement que tout ce qu'il a jamais vu, mais en raison de cet accès, les gens se contentent de regarder des vidéos de chats ou de faire des choses dégénérées en ligne. Il pense qu'il devrait être assez facile pour lui de faire basculer l'opinion publique en sa faveur, mais tout à coup, Makina termine son bain et sort complètement nue. Lorsqu'elle réalise ce qui vient de se passer, elle s'habille et s'excuse auprès de Veltol pour son manque d'égard. Elle vit seule depuis si longtemps que c'est devenu une habitude, mais Veltol lui répond qu'il n'y a pas lieu de s'excuser car elle a trouvé son corps très beau, même s'il pense toujours que son propre corps est plus beau. Quelques heures plus tard, Takahashi arrive chez Makina avec tout son vieux matériel pour aider Veltol à l'installer. Une fois que c'est fait, elle lui donne la manette pour qu'il puisse essayer quelques jeux. Elle essaie de lui expliquer les commandes, mais Veltol lui répond que ce n'est pas la peine puisqu'il sait déjà exactement comment ça marche. Ce genre de choses est bien plus facile à analyser qu'une familia. Alors il commence à faire défiler la bibliothèque de jeux et se décide pour Bloodborne. Takahashi se souvient que de nombreuses personnes ont abandonné le jeu parce qu'il était trop difficile, mais elle est sûre que les capacités d'analyse de Veltol lui faciliteront la tâche. Pourtant, lorsque Veltol démarre le jeu, il ne parvient même pas à dépasser l'introduction. C'est beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait, et même après quelques heures de jeu, il n'a toujours pas beaucoup progressé, si bien que Takahashi lui dit carrément qu'il est nul. Makina pense que Takahashi est impoli, mais Veltol sait très bien qu'il est nul. Il comprend les mécanismes, mais n'arrive pas à les maîtriser. Makina craint donc qu'il ne soit pas capable de streamer après tout. Au contraire, Takahashi pense que cela sera très bénéfique pour l'image de Veltol en ligne, car la seule chose qu'Internet aime plus qu'un beau gosse, c'est un beau gosse qui échoue en toute confiance. Mais avant cela, Takahashi dit qu'ils doivent travailler sur le message d'introduction de Veltol. Veltol demande s'il peut se présenter normalement, mais Takahashi lui répond que ce n'est pas possible. Il y a déjà plus de 5 millions de streamers dans le monde, et à peine 1% d'entre eux gagnent suffisamment d'argent pour survivre. Si Veltol veut se lancer dans le business, il doit trouver un moyen de faire impression sur le plus grand nombre de personnes possible avec son message d'accueil. Takahashi semble penser que le message d'accueil est très important. Veltol demande donc à Makina si elle a une idée de ce qu'il pourrait utiliser comme message d'accueil. Makina réfléchit un instant et lui suggère d'adapter l'une de ses déclarations de gardien et de l'utiliser. Veltol essaie, et la déclaration consiste essentiellement à dire aux stupides mortels qu'ils devraient être honorés d'être en sa présence.
C'est dramatique, donc Takahashi pense que c'est un bon début, mais ce n'est pas encore très accrocheur, donc ils devront trouver quelque chose à y ajouter. En attendant, Takahashi a déclaré qu'elle donnerait à Veltol un cours accéléré sur tout ce qu'il doit savoir sur le streaming. En gros, il va devoir streamer tous les jours, même si personne ne le regarde, et quoi qu'il fasse, il doit éviter de parler de choses érotiques ou racistes, car cela le ferait bannir plus vite qu'Asmongold. Et surtout, pendant que Veltol diffuse, Makina doit s'assurer de ne jamais être filmée, car il ne faut pas que les gens pensent qu'elle est sa petite amie. Dans un geste amical, Takahashi demande à l'un de ses amis de l'aider à promouvoir son stream, mais après cela, il lui doit une faveur. Le temps passe et Veltol devient de plus en plus populaire, mais lorsque les trolls envahissent inévitablement son stream, il n'est absolument pas perturbé et les encourage même à continuer à s'en prendre à lui. Peu lui importe, puisqu'il tire son pouvoir de ce que les autres pensent de lui, et que même la publicité négative joue en sa faveur. Très vite, à force de travail et de détermination, Veltol atteint le million de vues, et pour son dernier stream, il jouera à Bloodborne 3 non-stop jusqu'à ce qu'il ait terminé. Cependant, pendant qu'il joue, une caméra est braquée sur la maison de Makina et filme le moment où Makina rentre du travail. Au moment où Makina entre, Veltol vient de terminer le jeu, il fête sa victoire et de nombreux fans le félicitent. Il s'est beaucoup amélioré depuis qu'il a terminé le premier et le deuxième jeu Bloodborne, mais celui-ci était encore incroyablement difficile à battre, et il est heureux d'en être venu à bout. Il remercie tous ses fans et Ater d'être restés avec lui jusqu'à ce qu'il ait fini, mais cela dit, il doit mettre fin au stream pour aujourd'hui. Une fois qu'il a terminé, Veltol pousse un soupir de soulagement et Makina ouvre la porte pour vérifier s'il a besoin de quelque chose. Veltol répond qu'il va bien et qu'il va sortir parce qu'il a un colis à récupérer. Makina lui propose d'aller le chercher à sa place, mais Veltol cherche une excuse pour se déplacer depuis un moment et Makina lui dit qu'elle aura préparé le dîner avant qu'il ne revienne. Il se rend en ville et, tout en marchant dans les bidonvilles, il parle de la distorsion et de la tension des structures sociales dans cette ville. Cependant, alors qu'il continue à marcher, il est choqué de rencontrer un visage familier assis sur le bord de la route, Hero Graham. À l'époque, Graham était un bon frère et s'occupait de sa petite sœur, Molina, qui était tombée malade. Il l'a réconfortée et lui a dit qu'il irait cueillir des herbes médicinales pour l'aider à se rétablir, mais alors qu'il s'apprêtait à partir, son père l'a appelé et lui a tendu une épée. Il avait entendu dire qu'il y avait des monstres dans la forêt et il voulait que Graham prenne l'épée pour qu'il puisse se protéger s'il rencontrait quelque chose de dangereux. Sa mère, qui s'inquiétait également de sa sécurité, fit une petite prière pour lui avant qu'il ne parte, et Graham les remercia tous les deux de leur attention. Ce jour-là, il se rendit dans la forêt et la cueillette se déroula sans encombre, mais alors qu'il rentrait chez lui, il tomba sur une armée d'hommes lézards commandée par Zeno, l'un des généraux de Veltol. Comme il était caché, il n'eut pas à les combattre, mais il se demanda ce qu'il pouvait bien faire dans un endroit aussi reculé. À son retour, il découvrit avec horreur que sa maison et toute sa famille avaient été réduites en cendres. Depuis ce jour, il s'est juré de se venger de Veltol. Mais pour l'instant, il a un regard hébété alors qu'il est assis à côté de son ennemi juré. Veltol commence à parler de cette boutique d'Udon et assure à Graham que c'est l'un des meilleurs endroits du coin. Mais Graham n'a pas grand-chose à dire à ce sujet. Veltol tente de relancer la conversation en affirmant que la nourriture de ce monde est bien meilleure qu'à son époque, et Graham est d'accord, mais il n'a toujours pas grand-chose à dire. Le repas arrive enfin et ils s'apprêtent tous deux à manger, mais Graham finit par dire quelque chose, expliquant à quel point il est étrange d'engloutir des nouilles à côté de l'ennemi qui a tué sa famille et ses amis. Veltol ressent la même chose, car Graham a tué à lui seul plusieurs de ses vassaux, mais pour l'instant, il n'éprouve aucune haine à l'égard de Graham. Il est simplement curieux de savoir comment Graham a pu survivre aussi longtemps, alors qu'il est immortel. La seule explication serait que Graham soit devenu immortel d'une manière ou d'une autre, mais cela irait à l'encontre de toute son idéologie qui consiste à tirer le meilleur parti d'une durée de vie limitée. Graham explique qu'il n'a pas renoncé à sa mortalité, mais qu'en récompense de sa victoire sur Veltol, la déesse Meldia lui a donné la bénédiction de la jeunesse éternelle. Si cette bénédiction lui a permis de vivre aussi longtemps, elle ne le rend pas immortel pour autant. Veltol commente que la déesse Meldia devait l'aimer beaucoup et qu'il peut donc imaginer qu'elle lui ait accordé une telle bénédiction. Après que Graham eut mis fin à la guerre avec les immortels, ceux-ci recommencèrent à se faire la guerre entre eux. Graham reçut donc l'ordre d'aller sur le champ de bataille et de tuer les mêmes mortels que ceux qu'il avait autrefois combattus pour sauver. Même après la fin de la guerre civile, les gens ont continué à haïr Graham pour une raison ou une autre. Veltol pense qu'une telle issue était inévitable, car les gens craignent naturellement les individus dotés d'un grand pouvoir. Graham a été exilé du royaume, ce qui l'a contraint à errer pendant des siècles jusqu'à ce que Fantasian se produise et que les mondes fusionnent. Depuis, il a tué tant de mortels et d'immortels qu'il pense qu'il n'y a plus de place pour lui dans ce monde en tant que héros. Il demande à Veltol pourquoi il a cherché à régner sur le monde, ce à quoi Veltol répond qu'il essayait d'instaurer la paix dans le monde. Il existe plusieurs façons de devenir immortel, par le biais de phénix, de malédiction ou de bénédiction.
Ainsi, à quelques rares exceptions près, tous les immortels ont été mortels à un moment ou à un autre. Pourtant, les mortels ont constamment ostracisé et persécuté les immortels parce qu'ils étaient différents, et les immortels n'étaient pas mieux, puisqu'ils faisaient exactement la même chose aux mortels. La leçon que Veltol en a tirée est que, quoi que vous soyez, les gens détesteront et craindront toujours ce qui est différent. Il pensait donc que le seul moyen d'instaurer la paix dans le monde était de se placer au sommet du monde et de le gouverner, afin de s'assurer que personne n'ait à souffrir de telles persécutions. Graham ne croit pas que la paix par la domination du monde fonctionnerait, mais il ne peut pas non plus nier que les gens, laissés à eux-mêmes, ne parviendront jamais à la paix, puisqu'il a fait l'expérience directe des persécutions et des guerres insensées. Malgré cela, il refuse toujours d'admettre que Veltol a raison, et Veltol accepte donc que Graham ne soit jamais d'accord avec lui. Graham se lève pour partir et remercie Veltol pour les nouilles, mais avant de partir, il dit à Veltol qu'il est heureux d'avoir eu la chance de parler avec lui. Veltol se lève également pour partir. En marchant dans la rue, il remarque Takahashi dans une ruelle, apparemment en proie à des ennuis. Elle a apparemment engagé cet ogre pour un travail, mais il essaie maintenant de lui extorquer le double du salaire. Takahashi lui dit qu'il est stupide s'il pense qu'elle va lui donner autant d'argent, mais l'ogre est tout à fait prêt à la battre s'il n'obtient pas ce qu'il veut, alors il lève la main pour la frapper. Mais Veltol lui attrape le bras et lui dit de laisser Takahashi tranquille. Il se sent généreux aujourd'hui, alors il est prêt à ignorer le manque de respect de l'ogre. Mais l'ogre reconnaît Veltol comme le gars qu'il a battu il y a quelque temps, alors il n'a pas peur de lui. Takahashi tente alors de dire à Veltol de s'enfuir avant qu'il ne soit blessé, mais Veltol répond que ce n'est pas grave puisqu'il veut tester la puissance qu'il a récupérée grâce à son million d'abonnés. Alors que l'ogre tente de le frapper, Veltol tend la main et attrape le coup, mais l'ogre active alors la magie du vent et brise complètement le bras de Veltol. Cependant, avec ses pouvoirs partiellement restaurés, Veltol est capable de régénérer son bras instantanément et envoie l'ogre dans un tas d'ordures. L'ogre est KO et Veltol est franchement déçu car il s'attendait à un combat plus intense. Takahashi s'approche de lui et lui demande s'il va bien. Veltol répond qu'il va parfaitement bien, mais il veut savoir qui était ce type et pourquoi il l'a attaqué. Takahashi explique qu'il était censé être son garde du corps pour une mission importante aujourd'hui, mais que tout à coup, il s'est mis à faire des demandes ridicules. Veltol ne savait pas que ce type était censé être son garde du corps, alors il s'excuse de l'avoir assommé, mais Takahashi dit que ce n'est pas grave puisqu'elle vient de trouver quelqu'un d'encore mieux. Elle demande à Veltol de devenir son garde du corps pour la journée et lui propose même de le payer pour cela. Takahashi l'emmène sur place et lui explique qu'elle essaie de voler quelque chose dans cet entrepôt et qu'elle a besoin de lui pour faire diversion pendant qu'elle s'en empare. Veltol dit qu'il comprend l'objectif, mais avant que Takahashi ne puisse lui donner d'autres instructions, il se lève et, bien que Takahashi essaie de l'arrêter, il a déjà défoncé la porte d'une importante opération des Yakuza. Veltol ne sait pas vraiment ce qu'il est censé faire ici, alors il demande à Takahashi par communication si le cube dans la table est la cible. Takahashi lui répond par l'affirmative, mais elle ne comprend pas non plus comment il communique avec elle, puisqu'il n'a pas de familia. Veltol déclare fièrement qu'il a simplement copié les terres de communication produits par la familia, afin de pouvoir reproduire les caractéristiques de la magie. Quoi qu'il en soit, comme il n'y a pas beaucoup d'ennemis ici, Veltol dit qu'il va les soumettre et réclamer la queue pour Takahashi, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, elle lui demande de s'assurer qu'il ne tue personne. Veltol accepte de se retenir et, avant le début du combat, il s'annonce en utilisant son message d'accueil. Cependant, aucun des membres du Yakuza n'a vu son stream, ce qui rend les choses très gênantes. S'il y a encore des gens qui ne le reconnaissent pas, Veltol va devoir travailler beaucoup plus dur pour se faire connaître. Mais pour l'instant, la puissance de son million d'abonnés devrait suffire amplement à faire tomber ces types. Les Yakuza ne comprennent toujours pas ce qui se passe, mais ils pensent que Veltol n'est qu'un fou, alors l'un d'entre eux sort un pistolet magique et tire sur lui. L'un d'eux sort donc un pistolet magique et lui tire dessus. Mais Veltol ne se laisse pas impressionner et utilise la magie de renforcement sur lui-même afin de dévier les balles. Une fois que le membre du Yakuza n'a plus de munitions, Veltol passe à l'offensive et commence à assommer les membres du Yakuza, l'un après l'autre, avec un minimum d'effort. Le membre du Yakuza équipé d'un pistolet magique passe à un pistolet normal, car c'est plus rapide que de recharger, mais juste avant qu'il ne tire, Takahashi prend le contrôle de sa vision et affiche une illusion qui pousse le membre du Yakuza à tirer sur son coéquipier. Veltol assomme alors le dernier gars, et comme ils sont tous inconscients, la mission est pratiquement terminée. Veltol s'approche de l'un des membres du Yakuza et commence à inspecter son arme, qui utilise une sorte de carte comme munition. Takahashi est impressionné par la facilité avec laquelle Veltol a éliminé ses Yakuza, mais il devrait vraiment prendre la boîte et partir d'ici avant de s'attirer plus d'ennuis qu'ils n'en ont prévu. Elle dit qu'elle est en route pour rejoindre Veltol, mais ce dernier lui dit de rester où elle est, car on dirait que les ennuis viennent d'arriver. Ce qu'il y a commence à attaquer Veltol alors qu'il est recouvert d'une sorte de cape d'invisibilité. Pour égaliser les chances,
Veltol utilise le pistolet magique pour faire exploser la cape, révélant ainsi une combinaison mèche géante. Takahashi reconnaît qu'il s'agit d'un équipement Maguno de 4e génération, qui ne peut pas appartenir aux Yakuza, car ces engins sont bien trop chers pour eux. C'est la première fois que Veltol voit un tel engin, et il est impatient de tester sa force contre lui. Comme on pouvait s'y attendre, le pistolet magique ne fait absolument rien contre le méca géant. L'assaillant décide de suivre l'exemple de Veltol et sort son propre pistolet magique, mais celui-ci est beaucoup plus puissant. Il tente de tirer sur Veltol, mais ce dernier est trop rapide pour lui et parvient à se faufiler dans un angle mort au-dessus du méca. Le temps que l'assaillant le repère et le verrouille, Veltol est déjà en position et tire une puissante rafale directement sur le méca. À pleine puissance, il aurait pu facilement abattre le mécha, mais même si l'explosion de Veltol était puissante, à son niveau de puissance actuel, il sait qu'elle était loin d'être suffisante pour vaincre un ennemi comme le mécha. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne peut pas gagner ce combat, car si les explosions ne fonctionnent pas, il devra se contenter d'un combat au corps à corps, et il invoque donc une épée. Le mécha s'aligne sur Veltol et transforme son canon en épée. Les deux hommes se chargent l'un l'autre et s'affrontent dans une magnifique démonstration de force et de budget d'animation. Veltol s'amuse beaucoup dans ce combat, mais les choses s'éternisent, le mécha devient sérieux, et avant même que Veltol ne réalise ce qui se passe, son bras est coupé et il est décapité. Veltol étant apparemment mort, le type dans le méca commence à annoncer que sa cible a été éliminée. Mais le gars panique parce que la tête décapitée de Veltol commence à lui parler. Veltol le félicite d'avoir été assez habile pour décapiter le seigneur démon, mais il manque encore d'expérience au combat pour savoir qu'il faut toujours taper 2 fois sur son ennemi pour s'assurer qu'il est bien mort. Quoi qu'il en soit, Veltol estime que ce type mérite une récompense pour s'être si bien battu, et lui accorde donc l'honneur de voir l'arme la plus puissante de son arsenal. Une aura terrifiante émane de Veltol lorsqu'il invoque la grande épée vernale, et le pilote du mécha est tellement stupéfait qu'il peut à peine bouger. Il n'a jamais combattu quelqu'un qui possédait une telle force, et il est complètement sans défense tandis que Veltol lui coupe les membres un par un, jusqu'à ce qu'il s'écroule au sol avec une seule jambe. Veltol s'est assuré de ne pas toucher les organes vitaux, donc le gars à l'intérieur devrait être encore en vie, et il a l'intention de l'interroger. Mais avant cela, le type dans le mécha envoie un dernier rapport au quartier général, indiquant qu'il n'a pas réussi à éliminer la cible ni à récupérer l'objectif, et qu'il va donc exécuter le code 890. Si vous vous demandez ce que signifie 890, disons simplement qu'un pistolet a été installé dans le casque de la combinaison pour s'assurer que le pilote ne puisse pas être interrogé. Takahashi sort ensuite de sa cachette et se réjouit que Veltol aille bien, mais c'était vraiment flippant de le voir se faire couper la tête. Bien que Veltol ne semble pas penser que c'était grave, il est plus surpris de voir qu'il existe des armes capables d'augmenter la puissance d'un individu à un tel point, et il dit que cette période est vraiment terrifiante. Cependant, Takahashi pense que c'est Veltol qui est terrifiant parce qu'il vient de détruire à lui seul un engin Maguno, et que ces engins sont assez puissants pour anéantir des pays entiers s'il le faut. De plus, il s'agit d'un engin fabriqué par la société de Marcus, et Takahashi sait que les Yakuza ne pourront jamais mettre la main sur l'une de ces combinaisons, si bien qu'elle commence à craindre que cette mission ne lui apporte plus d'ennuis que prévu. Takahashi lui explique que le cube est en fait un dispositif de stockage et que ce que son client recherche, ce sont les informations qu'il contient. Takahashi dit qu'ils peuvent jeter un coup d'œil aux données si Veltol le souhaite, alors elle sort un lecteur de cube et place le cube dessus. Au début, la seule chose qui apparaît est une page blanche, mais après quelques manipulations de Takahashi, le cube s'ouvre et une liste de noms apparaît. Takahashi ne sait pas quoi penser de cette liste de noms, mais Veltol reconnaît les personnes qui y figurent comme ses sujets immortels. C'est inquiétant, et Takahashi dit qu'elle va contacter son client pour qu'il découvre ce qu'il en est de cette liste. Malheureusement, son client ne répond pas au téléphone, et ils vont donc devoir le rencontrer en personne s'ils veulent en discuter. Takahashi laisse Veltol dans l'immense immeuble où se trouve son client et lui dit que l'homme qu'il recherche se trouve au 13e étage. Alors qu'il s'approche de la porte d'entrée, Takahashi utilise ses compétences en piratage pour contourner le système de sécurité, ce qui leur permet d'entrer même s'ils ne résident pas ici, et elle est très fière d'elle, car il n'existe aucun système de sécurité qu'elle ne puisse contourner. Alors que Veltol et Takahashi arrivent à l'ascenseur, Takahashi s'apprête à appuyer sur le bouton de l'ascenseur, mais Veltol l'arrête et lui dit qu'il veut le faire à sa place. Takahashi veut bien le laisser appuyer sur le bouton, mais elle lui demande pourquoi il veut le faire, et Veltol n'a pas vraiment de raison, il aime juste appuyer sur les boutons. Il commence à appuyer sur le bouton du 13e étage, mais Takahashi a oublié de préciser que cet ascenseur ne permet pas d'accéder directement au 13e étage. Il faut d'abord aller au 2e étage, puis au 17e, puis au 4e, et ainsi de suite jusqu'au 13e étage. Comme ils sont là, Veltol commence à sortir de l'ascenseur, mais Takahashi lui dit d'attendre, car son client, Eiju, est un homme assez paranoïaque, il a fait poser des dizaines de pièges dans tout l'étage, et si Veltol déclenche accidentellement l'un d'entre eux, il deviendra de la viande hachée.
Veltol apprécie l'avertissement, mais pour autant qu'il puisse en juger, il n'y a pas de piège dans cette pièce, même s'il serait plus juste de dire que tous les pièges physiques et magiques ont été désamorcés. Takahashi est surpris que Veltol ait pu s'en rendre compte aussi facilement, mais ses fonctions de seigneur démon l'ont amené à construire et à entretenir des donjons, si bien que discerner la disposition des pièges est pour lui une affaire triviale. Il continue à marcher jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte d'entrée des jus, et Takahashi sonne, mais, étonnamment, il ne répond pas. Takahashi peut comprendre qu'il ignore les appels téléphoniques, mais il a l'habitude de toujours répondre à la porte d'entrée. Cependant, en y regardant de plus près, Veltol se rend compte que la porte n'est même pas fermée à clé. Cela met la puce à l'oreille de Takahashi, car Eiju ne ferait jamais quelque chose d'aussi imprudent que de laisser sa porte d'entrée déverrouillée. Veltol leur suggère de procéder avec prudence, car ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver là-dedans, et Takahashi ouvre la marche et se dirige vers la salle de travail d'Eiju. Là, elle trouve Eiju sur sa chaise, mais en s'approchant un peu plus, elle découvre qu'il est trempé dans le sang et complètement inanimé. Takahashi panique d'abord, mais Veltol la calme et va inspecter le corps. Il se souvient avoir déjà vu le visage de ce type quelque part, même s'il portait un tas d'ordures à l'époque. Takahashi dit que cela ressemble à ce qu'aurait fait Eiju, qui s'habillait souvent en clochard lorsqu'il partait à la recherche d'informations. Il y a un coup de couteau évident dans la poitrine d'Eiju et un autre dans son cou, mais à en juger par l'état du sang autour de lui, Veltol suppose que cela ne fait que quelques jours qu'Eiju a été tué. Un homme comme Eiju avait peut-être de nombreux ennemis, mais la façon dont il a été assassiné était trop efficace pour que ce soit parène. Il est beaucoup plus probable qu'un tueur à gages ait été engagé pour éliminer Eiju, d'autant plus que le tueur a pris la peine de détruire la familia d'Eiju. Quelqu'un doit essayer de dissimuler les informations que possédait Eiju. Cela a probablement un rapport avec le travail que Takahashi a accepté de lui confier, mais ce n'est pas comme s'il pouvait obtenir des informations de lui maintenant qu'il est mort. Takahashi réfléchit un instant et commence à fouiller la chambre d'Eiju, car un courtier en information chevronné comme lui dissimulerait certainement des dispositifs de stockage hors ligne à proximité pour renforcer la sécurité des données. Après avoir cherché un peu, elle découvre un ordinateur portable dans un tiroir caché du bureau, et il semble qu'il pourrait contenir les réponses qu'il recherche. Mais lorsqu'elle l'allume, elle découvre que tous les fichiers sont corrompus. Mais Veltol remarque que les fichiers sont tous rangés dans un ordre bien précis, ce qui permet à Takahashi de les compiler jusqu'à ce qu'elle découvre une vidéo. Eiju a réalisé cette vidéo au cas où il serait tué avant d'avoir pu terminer son enquête, et il ne savait pas qui finirait par la regarder, mais il voulait s'assurer qu'au moins une personne connaisse la vérité, car la prospérité de cette ville a été bâtie sur un mal terrifiant. Toute l'énergie de la ville repose sur le réacteur à éther situé au centre de la ville. Mais vu l'ampleur de la ville, le réacteur aurait besoin d'au moins 10 lignes ley mana pour répondre à la demande d'énergie. Or, il n'y a que 2 lignes ley dans cette zone, et pourtant le réacteur ne semble jamais manquer d'énergie. Il est donc logique que le réacteur tire son énergie d'une autre source, et cette source d'énergie secondaire s'appelle le projet de four immortel. En fait, le four brûle les âmes des immortels comme du bois de chauffage et convertit l'énergie qui en résulte en éther pour la ville. Les immortels étant des êtres supérieurs, une seule âme d'immortel produit beaucoup d'énergie, bien plus que les âmes de milliers de mortels. Les données trouvées par Eiju montrent que l'entreprise de Marcus employait des sans-abri désespérés comme ouvriers pour la construction de la fournaise immortelle, mais une fois la construction terminée, tous les ouvriers ont soudainement disparu, et Eiju pense qu'ils ont tous été tués pour pouvoir alimenter la fournaise. L'un des premiers immortels à alimenter la fournaise est l'un des proches subordonnés de Veltol, Zeno, ce qui met Veltol dans une grande colère. Toute cette chasse aux immortels était un plan de Marcus pour retourner le monde contre les immortels afin que les gens acceptent leur exécution, ce qui lui permettrait de brûler les âmes immortelles dans la fournaise. Bien que le public n'ait jamais été informé que c'était ainsi qu'il les tuait, Marcus a récemment conclu un accord pour acheter des informations sur certains immortels au Yakuza, ce qui signifie probablement qu'il est à court d'âmes immortelles à brûler, et qu'il cherche donc de nouvelles victimes. Si la chaudière est à court de combustible, le cœur de la ville cessera d'exister tel qu'on le connaît. Mais même ainsi, Eiju pense qu'il n'est pas normal que des immortels innocents soient sacrifiés pour alimenter la ville en énergie. Après la fin de la vidéo, Takahashi est furieuse d'apprendre que les immortels sont si maltraités, mais elle ne peut pas y faire grand-chose, car même si elle essayait de rendre cette information publique, il est probable qu'elle finirait par mourir, tout comme Eiju, ici. Veltol lui dit que c'est un problème pour les immortels, et qu'en tant que roi des immortels, il est de son devoir d'y remédier, donc elle n'a pas besoin de s'encombrer de cela. Pour l'instant, il décide d'informer les autorités de la ville de la mort d'Eiju, afin qu'ils puissent recevoir un enterrement digne de ce nom. Alors qu'ils partent, Veltol tente de contacter Makina pour l'informer de l'existence de la fournaise immortelle, mais il constate avec horreur qu'elle ne répond pas à ses appels. Quelque chose a dû lui arriver. Pendant que Veltol était occupé à faire sa course,
Makina a regardé dans le réfrigérateur pour voir ce qu'elle pourrait faire pour le dîner avant qu'il ne revienne, mais il y avait toujours les mêmes ingrédients que la dernière fois. Le bon côté des choses, c'est qu'Elclay lui dit qu'elle devrait pouvoir faire un bon curry avec les ingrédients qu'elle a sous la main. À ce moment-là, on sonne à la porte et elle se lève pour aller répondre, mais à son grand dégoût et à sa grande déception, c'est Marcus. Après ce que Marcus a fait, la seule réponse appropriée est la violence à vue, et Makina le frappe avec une énorme rafale de feu. Marcus est englouti dans les flammes et projeté en arrière, mais il est tout aussi immortel qu'elle, et un peu de feu ne suffira pas à l'achever. Makina se transforme complètement et sort de la maison pour l'affronter, car elle sait déjà qu'il ne prépare rien de bon. Avant que le combat ne commence, Makina déconnecte sa familia du réseau pour que Marcus ne puisse pas y accéder, puis tous deux commencent à se lancer des attaques à l'aide d'armes magiques. Jusqu'à présent, le combat semble relativement équilibré, mais alors que Marcus est distrait, Makina s'approche et s'agrippe à l'un de ses bras, ce qui le fait exploser et se détacher complètement. Elle a réussi à prendre Marcus au dépourvu avec ce coup, mais quelques secondes plus tard, il a déjà régénéré son bras. Il lance alors une attaque de zone avec une pluie d'épées sanglantes et provoque une explosion massive. Mais grâce au bouclier que Makina a mis en place, elle n'a pas été blessée du tout. Cependant, elle ne peut pas en dire autant de la maison, car elle n'a pas d'assurance contre les incendies. À ce moment-là, la secrétaire de Marcus sort de la fumée et tente d'achever Makina par une attaque sournoise, mais Makina est trop rapide pour elle, et la seule chose que la secrétaire taillade est une illusion. Makina s'attendait à ce que Marcus soit trop lâche pour venir seul, aussi prépare-t-elle un sort pour réduire le secrétaire en cendres. Cependant, avant qu'elle ne puisse le terminer, Marcus crie « Code bricaire ». Et tout d'un coup, le familia de Makina s'arrête de fonctionner. Makina est alors désorientée, et la secrétaire profite de l'occasion pour poignarder Makina dans la poitrine pendant qu'elle est distraite. Makina s'effondre au sol et n'est pas près de se relever. Maintenant que le combat est terminé, la secrétaire reproche à Marcus d'avoir agi de manière aussi imprudente, car Makina aurait pu facilement la tuer, et tout ce combat aurait pu être évité si Marcus avait simplement désactivé la familia de Makina dès le départ. Alors qu'ils se tiennent tous les deux devant le corps immobile de Makina, cette dernière lance un regard noir à Marcus, mais ce dernier s'en amuse car il adore voir Makina dans un état aussi pitoyable. Makina lui demande ce qu'il lui a fait, et Marcus lui explique qu'il a simplement éteint sa familia. Makina ne pensait pas qu'il serait possible pour lui de le faire puisqu'elle avait déconnecté sa familia d'Internet avant le début du combat, et normalement elle aurait eu raison, mais la familia de Marcus est un peu spéciale. Il s'agit d'un nouveau prototype conçu spécifiquement pour être plus avancé que les familias modernes. En tant que directeur de l'IMI, il dispose d'un accès administrateur à tous les familias de la ville, ce qui lui permet d'arrêter de force n'importe quelle familia s'il le souhaite. Cela signifie que personne ne peut le vaincre, puisqu'il peut éteindre tous les utilisateurs de familia, et qu'il surpasse tous les utilisateurs de non-familia en vitesse d'incantation, et si personne n'est capable de le vaincre, cela signifie qu'il est le plus fort du monde. C'est peut-être vrai, mais Makina ne comprend pas pourquoi Marcus est si obsédé par le fait d'être le plus fort, puisqu'il n'a rien à y gagner. Mais Marcus a ses raisons. Il veut devenir le nouveau seigneur des démons, et il n'a pas l'intention d'atteindre ce statut par la force brute comme l'a fait Veltol. À notre époque, tout ce dont on a besoin, c'est d'informations et de technologie, et si on les contrôle, on contrôle le monde. Cependant, contrôler le monde en coulisses serait trop ennuyeux pour quelqu'un comme lui. Il a donc l'intention de dominer le monde bien plus que Veltol ne l'a jamais fait à l'époque de sa splendeur. À ce moment-là, la secrétaire rappelle à Marcus qu'ils n'ont pas prévu de temps pour un monologue et qu'ils sont donc en retard pour son prochain rendez-vous. Marcus décide d'en finir rapidement, et il est temps pour Makina de devenir le combustible de la fournaise immortelle. Lorsque Veltol et Takahashi rentrent chez eux, ils découvrent que tout a été détruit et qu'il n'y a plus aucune trace de Makina. La seule chose qui reste est une manette de jeu roussie, et Veltol est absolument dévasté car Makina était la personne à laquelle il tenait le plus dans ce monde. Takahashi lui demande alors s'il va bien, et Veltol revient à la réalité. Ils ne vont rien résoudre en restant là, alors Veltol demande s'il y a des informations sur ce qui s'est passé ici. D'après les médias sociaux, les gens pensent qu'il y a eu une sorte d'explosion, mais les détails sont assez flous et il n'y a aucun moyen de savoir si c'est vrai ou non. Veltol aimerait pouvoir au moins savoir où se trouve Makina, mais comme ils ne peuvent pas la contacter directement, Takahashi cherche un autre moyen de localiser Makina, et cela va impliquer les drones. Comme il s'agit d'un bidonville, il n'y a pas beaucoup de drones de sécurité qui passent, mais il y a beaucoup de drones de livraison, et ces drones sont équipés de caméras, alors tout ce qu'elle a à faire, c'est de pirater leur système et de regarder les données vidéo. En quelques instants, Takahashi accède au système des drones, et grâce aux flux vidéo, ils peuvent voir la bataille qui s'est déroulée ici et que Marcus en était l'instigateur. Ils ne peuvent pas savoir ce que Marcus disait, mais après avoir vaincu Makina, lui et son secrétaire l'ont emmené dans une section restreinte du réacteur de la ville, ce qui ne peut que signifier qu'il a l'intention de brûler l'âme de Makina pour alimenter la ville en énergie.
Veltol remercie Takahashi pour ses informations précieuses et commence à marcher en direction du réacteur, mais Takahashi lui dit d'attendre et de bien réfléchir. Elle comprend qu'il veuille se précipiter pour sauver Makina avant qu'il ne soit trop tard, mais ce réacteur est l'endroit le plus sûr de toute la ville. Des dizaines de Maginot Gears patrouillent dans la zone, Veltol ne pourra pas s'en sortir seule. Et si Takahashi peut certainement l'aider à s'y rendre, elle n'est pas une grande combattante, alors il devra trouver quelqu'un d'assez fort pour l'aider. Mais Veltol n'a pas d'autres alliés à cette époque, même s'il y a une personne à laquelle il pense et qui pourrait être parfaite pour cette opération de sauvetage. Plus tard, Veltol va rencontrer Graham, et au début, Graham ne veut rien savoir de lui, mais lorsqu'il voit le fier Veltol s'agenouiller devant lui et demander de l'aide, il décide au moins de l'écouter. Veltol lui explique tout ce qu'il a appris sur le réacteur à éther de la ville, et Graham, qui s'est toujours douté qu'il se passait quelque chose d'anormal, est maintenant absolument consterné par la nature abjecte du projet. Veltol supplie Graham de l'aider à prendre d'assaut le réacteur, car il sait qu'il ne peut pas sauver Makina dans l'état où il se trouve, mais Graham semble plus agacé que compatissant. Les subordonnés de Veltol ont tué la famille de Graham. Veltol lui-même a mené des dizaines de guerres et tué des millions de personnes, et maintenant il s'incline devant son ennemi juré juste pour sauver la vie d'une femme immortelle. Il trouve cela tout à fait éhonté. Graham n'aime pas que cette ville soit construite sur la mort d'innocents, mais en même temps, ce réacteur est le cœur de la ville. Alors s'il acceptait d'aider Veltol à le détruire, alors la ville entière serait plongée dans les ténèbres, et la vie de millions de personnes serait gâchée. Il demande à Veltol s'il a l'intention de détruire la vie de tout le monde pour sauver une seule personne, mais Veltol rit à l'idée d'un tel plan à courte vue. Il n'est pas idiot, il a donc réfléchi aux conséquences de ses actes, et c'est pourquoi il a l'intention de sauver Makina et de régler les problèmes de la ville. Cependant, il n'a ni le pouvoir ni le soutien nécessaire pour y parvenir, et il n'a d'autre choix que de demander humblement de l'aide à son ancien ennemi. La confiance qui se dégage des paroles de Veltol convainc Graham de se lever et d'agir en héros une fois de plus. Cependant, il précise qu'il ne fait pas cela pour aider Veltol et qu'il n'a toujours pas pardonné toutes les atrocités qu'il a commises il y a des siècles, mais il y a une femme kidnappée dont l'âme est sur le point d'être brûlée, alors il accepte d'unir temporairement ses forces pour le bien de la justice, bien qu'il se sente toujours étrange de faire équipe avec le Seigneur Démon. Un peu plus tard, Takahashi parvient à trouver un moyen pour eux deux d'entrer dans le réacteur sans avoir à passer par la zone interdite, et elle les conduit jusqu'à une entrée cachée. Apparemment, cette entrée servait à transporter tous les matériaux utilisés pour construire le réacteur. Mais même si ce chemin les mène au réacteur, Veltol estime qu'ils n'ont pas assez de temps pour sortir d'un tel labyrinthe. De son côté, Graham pense que ce sera un jeu d'enfant de sortir de ce labyrinthe, puisqu'il a déjà fait à maintes reprises par le passé. Il lance un sort appelé « cartographie automatique » et, en quelques secondes, une carte détaillée du labyrinthe apparaît dans sa main. Veltol n'a jamais vu un tel sort, alors Graham explique qu'il s'agit d'un sort unique qu'il a inventé à l'époque où il était aventurier. Mais cela met Veltol en colère, car il a consacré beaucoup d'efforts à la construction de ces donjons à l'époque, et il s'avère que Graham n'a fait que tricher pour les traverser. Il accuse Graham de ne pas avoir la fierté d'un aventurier, mais Graham répond que la fierté d'un aventurier n'a rien à voir avec cela, puisque son but a toujours été de traverser les donjons le plus rapidement possible, et qu'il se fiche éperdument que les pièges et les astuces de Veltol aient été gâchés parce qu'il avait une carte. Takahashi commence à en avoir assez de leur dispute, alors elle leur crie de se calmer et de prendre la mission au sérieux parce qu'ils doivent encore sauver Makina. Ils se rendent compte qu'ils ont été très puérils et s'excusent auprès de Takahashi en promettant de se concentrer sur la tâche à accomplir. Quelques instants plus tard, Graham termine la création de la carte, qui leur permettra de se frayer un chemin dans ce labyrinthe sans se perdre. Veltol demande à Graham s'il est sûr qu'ils peuvent se fier à la carte, et Graham le confirme, ajoutant que sa magie cartographique peut aussi détecter les pièges et les ennemis. Mais ce labyrinthe ne semble pas avoir de mesures de sécurité, ils devraient donc pouvoir emprunter le chemin le plus court vers le réacteur. Alors qu'ils se dirigent tous les deux vers le réacteur, Veltol appelle Takahashi pour s'excuser une nouvelle fois de son emportement de tout à l'heure. Takahashi est encore un peu énervé, mais tant que Veltol reste concentré sur son travail, elle ne s'en préoccupe pas. Il lui demande comment se déroule sa partie du plan jusqu'à présent, et elle lui répond qu'elle progresse régulièrement, mais que ce sur quoi elle travaille va prendre beaucoup de temps à préparer, et qu'elle n'est donc pas sûre de pouvoir le faire avant qu'ils ne descendent tous les deux dans la salle du réacteur. Si elle a besoin de plus de temps, Veltol et Graham devront occuper les ennemis pendant un moment pour compenser, et Veltol le comprend. Au fur et à mesure qu'ils descendent, l'éther ambiant devient de plus en plus dense et la communication avec Takahashi est de plus en plus difficile. Veltol respire profondément pour se préparer à ce qui l'attend, et Graham remarque qu'il peut voir que Veltol est devenu plus fort qu'il ne l'était dans le passé. Veltol ne sait pas de quoi il parle, car il est loin d'avoir la force qu'il avait à son apogée, mais ce n'est pas de cela que Graham parle. Veltol a été capable de baisser la tête devant son ennemi juré pour sauver son subordonné, mais l'ancien Veltol aurait laissé brûler Makina avant de s'incliner devant qui que ce soit.
Cela montre que la force de caractère de Veltol est plus grande que jamais, et s'il avait été comme cela lors de leur affrontement il y a des années, les résultats auraient pu être différents. Alors que l'ascenseur arrive à destination, Veltol et Graham sont confrontés à la secrétaire de Marcus, qui les attendait depuis que Marcus savait que Veltol finirait par se montrer. Marcus a maîtrisé Machina et la tient près du cœur du réacteur, et il semble prendre beaucoup de plaisir à tuer une ancienne camarade. Après la réanimation de Veltol, Marcus a fait quelques recherches sur son entourage et c'est ainsi qu'il a découvert que Machina était toujours là et en pleine forme. Au fil des ans, les chasses aux immortels qu'il a orchestrées ont causé la mort de nombreux immortels. Il n'aurait jamais pu imaginer que Machina était toujours en vie et qu'elle se tenait à l'écart dans la ville. Il lui explique que cet endroit s'appelle la fournaise des immortels et que, comme son nom l'indique, elle brûle les âmes des immortels pour générer de l'éther, qui alimente à son tour la ville. Au début, Machina est un peu déconcertée par le monologue de Marcus, mais elle se souvient que 2 de ses subordonnés sont toujours portés disparus, et elle en déduit que Marcus a dû les kidnapper et les donner à la fournaise des immortels. Marcus se souvient de ces 2-là et raconte à Machina à quel point ils s'inquiétaient l'un pour l'autre alors que leurs âmes étaient brûlées. Cela la met tellement en colère qu'elle déclenche un grand torrent de flammes, mais Marcus se contente de dresser un bouclier et reste indemne. Il continue de se moquer de Machina en lui rappelant son camarade des ténèbres, Zenoll, et en l'informant qu'il a été le premier immortel à être jeté dans la fournaise. Marcus a même tellement aimé entendre les cris d'agonie de Zenoll qu'il les a enregistrés et en a fait une mixtape. Machina lui demande s'il a l'intention de l'utiliser comme combustible, mais cela devrait être assez évident maintenant. Le dernier immortel qu'ils ont enfermé dans le four est sur le point de s'éteindre, et Marcus ne peut pas se permettre de laisser le réacteur à court d'énergie, puisqu'il s'agit de la pierre angulaire de la ville. Normalement, il aurait envoyé des gens chercher d'autres immortels, mais si ce qu'il fait était rendu public, il y aurait un tas de gens ennuyeux qui parleraient de choses comme les droits des immortels, et il ne veut pas avoir à gérer cela, c'est pourquoi il est allé chercher Machina en personne. Comme elle fait partie des Dark Peers, son âme devrait être assez forte pour brûler pendant quelques années. Marcus n'aura donc pas à se soucier de faire le plein pendant un certain temps, mais il devra probablement commencer à chercher d'autres sources d'énergie à un moment ou à un autre. Pendant que Marcus monologue, sa secrétaire affronte Veltol et Graham. Elle explique à Veltol qu'elle a été chargée de monter la garde et de le retarder suffisamment longtemps pour que Marcus puisse terminer son monologue diabolique et alimenter la chaudière avec Machina. Elle ne pensait pas que Veltol aurait le courage de se montrer, et non seulement il est venu, mais il a amené un ami, et cet ami n'est autre que le héros, Graham. Graham s'étonne qu'il y ait encore des gens à notre époque qui le connaissent, mais la secrétaire le reconnaît simplement grâce au dossier qu'elle a dans sa base de données. Elle trouve intéressant que le seigneur des démons et le héros travaillent ensemble, mais elle a encore du travail à faire, alors elle ne les laissera pas passer sans se battre. Graham dit à Veltol d'aller de l'avant pendant qu'il s'occupe de la secrétaire, mais Veltol l'avertit d'être prudent car, d'après ce qu'il a vu, les compétences de cette secrétaire sont comparables à celles de Zenoll, les épées karmiques. Bien que ce soit un exploit impressionnant pour elle, Graham se souvient d'avoir battu Zenoll à l'épée pure pendant la guerre des immortels, alors si ses compétences sont similaires, il ne craint pas de perdre contre elle. La secrétaire, offensée par cette déclaration, décide de montrer à Graham ce dont elle est capable et se précipite derrière lui pour lancer une attaque surprise. Graham est pris au dépourvu par l'incroyable vitesse de la secrétaire, mais avant que son épée ne le frappe, il parvient à se protéger et à éviter les blessures. Pendant ce temps, Veltol part en sprintant pour sauver Machina, et même si la secrétaire veut l'arrêter, elle ne pourra pas passer devant Graham sans se battre. Avant de partir, Veltol demande à Graham de s'assurer qu'il ne mourra pas, puis il saute le long de la ligne centrale du réacteur pour atteindre le cœur le plus rapidement possible. La secrétaire doit absolument arrêter Veltol, elle décide donc d'abattre Graham le plus rapidement possible et de se regrouper avec Marcus, et pour ce faire, elle active son zéro base gear. Il y a un flash aveuglant, et avant que Graham ne réalise ce qui se passe, il est frappé et projeté contre un mur. Il regarde la secrétaire et constate qu'elle porte désormais un ensemble complet de Maginogear, et pas seulement de l'éther Maginogear ordinaire. Il s'agit d'un prototype, d'une version de nouvelle génération, qui n'a pas encore été commercialisée. Elle est plus efficace, plus rapide, et surtout, elle s'adapte mieux aux courbes de la secrétaire. Cependant, il reste une faille dans la conception, car le temps de fonctionnement de cette combinaison dépend entièrement des réserves magiques de l'utilisateur, mais la secrétaire ne va pas laisser ce combat durer assez longtemps pour que sa magie s'épuise. Elle s'élance vers l'avant, et maintenant elle est encore plus rapide qu'elle ne l'était auparavant. Alors qu'elle atterrit dans le mur derrière Graham, celui-ci a à peine le temps de lever son épée et de bloquer avant d'être projeté à travers le sol. La secrétaire lui dit qu'il devrait être honoré d'affronter une telle merveille de l'ingénierie moderne, mais Graham n'a pas envie de l'entendre se lancer dans un nouveau discours marketing. La secrétaire qualifie Graham de relique du passé, puisque son épée, son armure et même sa familia sont toutes dépassées,
et qu'elle est sûre de pouvoir remporter la victoire avec ses techniques et son équipement de pointe. Graham lui répond que l'équipement et l'entraînement ne garantissent pas la victoire dans un combat car, au bout du compte, on gagne ou on perd. La secrétaire est d'accord, mais son équipement fantaisiste l'est tout autant. Elle frappe Graham avec une telle rapidité qu'il a à peine le temps de réagir et de bloquer avant d'être touché. Puis, il la voit rengainer son épée, et à la seconde où elle le fait, elle lance un nouveau coup à la vitesse de l'éclair. Mais cette fois, Graham s'y était préparé, et il est capable de la bloquer beaucoup plus facilement. Malgré cela, il n'arrive toujours pas à trouver la moindre ouverture dans sa défense, et il admet que le niveau d'avancement atteint par cette époque est vraiment effrayant. La secrétaire tente de s'élancer derrière lui pour l'attaquer une nouvelle fois, mais Graham l'a déjà vue, alors il part ses attaques et la repousse d'un coup de pied. Cependant, il peut voir qu'il n'a pas fait beaucoup de dégâts à cause de la solidité de son armure. Il n'a pas beaucoup progressé dans ce combat, mais il a au moins compris une chose sur son schéma d'attaque. Il dit qu'elle ne peut utiliser son attaque rapide comme l'éclair que lorsque son épée est entièrement rengainée. La secrétaire confirme qu'il a raison, mais ce n'est pas parce qu'il a découvert qu'il peut la battre. Avec son Maginot-Gear et son incroyable vitesse d'attaque, sa victoire est pratiquement assurée, et elle est fatiguée de perdre du temps ici, car elle va en finir rapidement. Elle commence à attaquer Graham à plusieurs reprises avec sa lame foudroyante, mais il semble s'être habitué à la vitesse, et il est capable d'esquiver ses attaques assez facilement. Même lorsqu'il est touché, il ne subit presque aucun dommage et récupère immédiatement avant de retomber sur ses pieds. La secrétaire le charge à nouveau, mais cette fois, alors que leurs lames sont verrouillées, elle tente de pirater la familia de Graham afin d'éteindre son corps. Cependant, pour une raison ou une autre, elle ne parvient pas à y accéder, et elle suppose que Graham a dû mettre en place des mesures de protection contre le piratage. Si elle ne parvient pas à pénétrer dans la familia de Graham, la tâche s'annonce bien plus ardue que prévu, mais elle reste persuadée qu'elle peut l'emporter. Alors qu'elle est en train de dire cela, Graham décide de passer à l'offensive, il marche sur son épée pour la maintenir en place et lance un glaive de terre qui envoie des éclats de roche sur elle. La secrétaire parvient à se dégager sans trop de mal, mais Graham n'en a pas fini. Dans la seconde qui suit, il lance un sort de glace pour figer les rochers et la secrétaire. Bien qu'il sache que cela ne suffira pas à la retenir longtemps, il a juste besoin qu'elle reste en place assez longtemps pour qu'il puisse s'approcher et lancer une boule de feu multicouche à bout portant. La force de l'explosion est si puissante qu'elle projette la secrétaire en arrière contre le mur, mais malgré tous les feux d'artifice, elle s'en sort à peu près indemne. Cependant, elle est très énervée qu'une relique du passé comme Graham lui donne autant de fil à retordre. Graham s'étonne qu'une telle boule de feu n'ait pas fait plus de dégâts, mais au moins il sait que sa tactique est toujours efficace contre elle. La secrétaire, enragée, s'élance dans une attaque frénétique, mais tous ses coups sont parés, et Graham se connecte proprement avec une entaille à la poitrine. Bien que le coup ne traverse pas l'armure, elle est repoussée et ne comprend pas comment elle peut perdre face à un fossile comme Graham. Mais même si Graham est vieux, il reste le héros qui a mis fin à la guerre des immortels à lui tout seul, alors il est impossible qu'une telle chose puisse le battre. Elle décide de tenter une dernière attaque et met tout son mana dans son éclair, car elle ne peut pas perdre un affrontement à pleine puissance contre l'épée rouillée que tient Graham, mais ce dernier la corrige et dit que son épée n'est pas rouillée. Elle est peut-être en sommeil en ce moment, mais tant qu'il y aura quelqu'un qui a besoin d'un héros, elle retrouvera toujours sa lumière. Graham fait appel au pouvoir de l'épée X pour la première fois depuis des siècles, et après une brève confirmation des nobles intentions de Graham, l'épée lui accorde la permission d'utiliser son pouvoir. Il se place face à la secrétaire et lui dit qu'il est sur le point d'utiliser sa technique ultime, celle-là même qui a tué Veltol il y a tant d'années. La secrétaire fait de son mieux pour vaincre Graham, mais lorsqu'elle voit la taille de la lumière de son épée grandir, elle se rend compte qu'elle n'est pas assez payée pour faire face à tout cela. Il est alors trop tard, et Graham déclenche son attaque. Même si l'épée ne lui permet d'utiliser qu'une fraction de la puissance qu'il possédait à l'époque, Graham est capable de détruire complètement le Maginot-Gear de la secrétaire d'un seul coup. Il est vraiment impressionnant qu'elle ait réussi à survivre à ce coup. La secrétaire a enfin compris qu'elle ne pouvait pas battre Graham, mais elle ne comprend toujours pas pourquoi elle a perdu contre lui. Graham s'assoit à côté d'elle et explique que sa défaite est principalement due à la différence d'expérience, d'autant plus qu'il a plus de 500 ans d'expérience. La secrétaire demande pourquoi Graham se lève pour aller aider Veltol à combattre Marcus, mais Graham pense que Veltol se débrouillera très bien tout seul. Elle dit à Graham que Veltol n'a aucune chance contre Marcus car ce dernier est bien plus fort qu'elle, et qu'en plus, personne sans Familia n'est capable de vaincre ou de suivre Marcus. Graham lui dit qu'elle sous-estime énormément Veltol, même s'il comprend pourquoi elle pense que Veltol est plus faible que Marcus puisqu'elle n'a jamais vu l'atout de Veltol. La seule personne à la connaître est Graham, car il a dû combattre Veltol jusqu'à la mort, mais Veltol ne l'a jamais utilisé, donc même Marcus n'est probablement pas au courant de l'existence de l'épée légendaire de Veltol. Graham n'était là que pour s'assurer que des gens comme le secrétaire n'interfèrent pas dans le combat de Veltol, et il est donc certain que Veltol sortira victorieux. Si c'est le cas,
La secrétaire demande à Graham s'il va la tuer, mais il répond que non, c'est un héros, et la secrétaire est trop blessée pour continuer à se battre contre lui, il n'a donc aucune raison de l'achever. À ce moment-là, des balles magiques commencent à pleuvoir sur les deux hommes, et Graham utilise sa magie pour créer un bouclier qui les protège. Il semble que des renforts soient arrivés, mais ils sont tout à fait disposés à tirer sur la secrétaire en même temps que sur Graham, si bien que quelque chose lui dit qu'elle est autant en danger que lui. Et si c'est le cas, quel genre de héros serait-il s'il ne protégeait pas une femme blessée au mieux de ses capacités? Pendant ce temps, au cœur de la cité, Marcus tient Makina par la gorge et a presque fini son monologue. Alors il jette Makina dans la fournaise pour que son âme soit brûlée. Alors qu'elle plonge vers une mort certaine, la seule chose à laquelle pense Makina est qu'elle ne pourra plus se tenir aux côtés de Veltol. Cependant, juste avant qu'elle ne heurte la fournaise, un nuage de fumée noire se précipite et la rattrape. Makina ouvre les yeux et voit Veltol debout au-dessus d'elle, lui disant qu'il est là pour la sauver. Il se tourne vers Marcus, qui est visiblement agacé par la présence de Veltol, mais il décide de faire semblant d'être calme pendant un petit moment et mentionne qu'il a regardé les flux de Veltol ces derniers temps, et il le félicite d'avoir gagné 1 million d'abonnés. Veltol refuse de s'engager dans un bavardage futile, mais il veut être juste. Alors il demande à Marcus s'il a une raison valable d'attaquer Makina et de brûler les âmes de tant d'immortels. Marcus affirme fièrement qu'il n'a pas besoin de justifier ses actes auprès de Veltol, qui n'a donc plus qu'une question à poser. Il veut savoir si Marcus lui jurera à nouveau fidélité, mais sans hésiter, Marcus déclare qu'il ne servira plus jamais sous les ordres de Veltol tant qu'il vivra. Veltol a entendu tout ce qu'il avait à entendre, il invoque son épée démoniaque et déclare qu'il mettra fin à la vie immortelle de Marcus aujourd'hui même. Marcus n'est pas du tout effrayé par la menace de Veltol et commence à lancer des lances de sang sur Veltol. Bien que Veltol parvienne à les dévier, Marcus fait exploser les lances pour le prendre au dépourvu et sort une épée de sang pour pouvoir se battre au corps à corps. Veltol sort indemne de l'explosion et charge Marcus, qui remarque que Veltol s'est déjà doté d'une magie de renforcement. Il admet que c'était une bonne idée, car Marcus ne peut pas annuler une magie déjà activée. Mais malgré la magie de renforcement de Veltol, Marcus est capable de le suivre et même de le dominer en combat physique. Veltol est mis à terre et Marcus prend plaisir à le voir à quatre pattes, mais Veltol refuse d'abandonner car il doit encore punir Marcus pour ses crimes odieux contre les immortels. Marcus se moque de Veltol et lui demande s'il pense vraiment avoir ce qu'il faut pour mettre sa menace à exécution. Mais Veltol n'a aucun doute sur sa capacité à vaincre Marcus, car il est le seul véritable seigneur des démons. Marcus lui rit au nez et s'élance dans la pièce en disant à Veltol que l'époque où il était le seigneur des démons est révolue. Mais Veltol ne se laisse pas prendre à sa provocation et attrape Marcus alors qu'il essayait de se faufiler par derrière. Il lève alors son épée et vise directement son cou pour éliminer la familia de Marcus. Malheureusement, Marcus l'a vu venir et, à la dernière seconde, il pousse l'épée de Veltol vers le haut, de sorte que son coup n'a atteint que la tête de Marcus. Après avoir régénéré sa tête, Marcus dit à Veltol qu'il s'attendait à ce qu'il prenne sa famille pour cible à un moment ou à un autre de leur combat. Mais Veltol a beau essayer, il ne parviendra jamais à le distancer. Tout comme le jour où Veltol a été ressuscité, le fait qu'il n'ait pas de familia le désavantage considérablement, et pour le lui faire comprendre, Marcus décide de montrer la puissance des sorts de sa familia. Avant même que Veltol ne puisse réagir, Marcus lance un sort de bombe sanglante dans sa main et recommence jusqu'à ce que les bras et les jambes de Veltol soient atomisés. Il décide alors d'en finir avec une explosion massive à la poitrine, mais même si Veltol est pratiquement à point à ce stade et que Marcus est au sommet, ce dernier ne se sent pas du tout satisfait. Il pensait prendre plaisir à humilier Veltol à ce point, mais maintenant qu'il a remporté la victoire, il ne ressent que du vide. Il commence à marcher lentement vers Makina pour la jeter dans la fournaise comme il l'avait prévu, mais tout à coup, il sent une pression terrifiante derrière lui. Veltol s'est remis debout, et il semble plus puissant que jamais. Il félicite Marcus d'avoir réussi à l'acculer à ce point et admet qu'il ne peut vraiment pas le battre sous sa forme actuelle. Toute la puissance que Marcus possède aujourd'hui est le résultat de son travail acharné, et Veltol le respecte pour cela, mais cela ne veut pas dire qu'il va perdre. Il a peut-être déjà perdu une fois, mais Veltol reste le boss final, et jusqu'à présent, Graham est le seul à l'avoir poussé dans ses derniers retranchements. Mais avant que Veltol ne passe à l'action, il va demander une dernière fois à Marcus s'il est prêt à renoncer à ses mauvaises habitudes et à revenir servir sous ses ordres une fois de plus. Marcus est visiblement ébranlé et demande pourquoi Veltol s'embarrasse d'une telle question à ce stade. Veltol lui répond qu'en fonction de la réponse de Marcus, il pourrait être prêt à ignorer tout le chaos causé par Marcus. Marcus devient erratique et commence à crier que le temps de Veltol en tant que seigneur des démons est terminé, et qu'il va donc s'assurer de se débarrasser de lui et de tous les autres immortels afin d'être le seul seigneur des démons immortels. Veltol accepte ce refus et Marcus tente de lancer une épée de sang pour attaquer Veltol avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, mais son sort est annulé avant qu'il ne puisse le terminer. Marcus ne comprend pas ce qui vient de se passer,
mais la panique commence à s'emparer de lui tandis que Veltol rit de façon maniaque. Il dit qu'il accordera à Marcus l'honneur d'assister à sa glorieuse seconde forme, et il commence sa transformation. Pendant ce temps, à l'extérieur de la base du réacteur, Takahashi remplit son rôle dans le plan de Veltol. Même si c'est un peu illégal, elle utilise ses talents de pirate pour détourner tous les écrans de la ville et diffuser l'un des flux préenregistrés de Veltol pour que tout le monde puisse le voir. Au début, les gens sont déconcertés par cette publicité soudaine, mais Veltol est sexy et son flux est divertissant, si bien que leur confusion se transforme rapidement en intérêt au fur et à mesure que le flux progresse. Le travail de Takahashi étant terminé, elle repense à ce que Veltol lui a dit en venant ici. Il n'avait pas d'ordre précis à lui donner, mais il avait dit qu'il avait besoin d'elle pour renforcer la foi des gens en lui. Comme elle n'a aucune idée de ce dont il parle, elle lui demande des précisions sur le fonctionnement de cette stimulation de la foi. Veltol n'a pas envie de lui expliquer toutes les subtilités de son système de foi, alors il lui dit que tout ce qu'elle a à faire, c'est d'augmenter sa popularité, et que cela devrait suffire. Takahashi a d'abord pensé que ce n'était pas possible, car la popularité ne peut pas être augmentée en un seul jour. Mais comme elle est une hackeuse d'élite dans une époque où la technologie est omniprésente, elle peut faire autant de choses illégales que nécessaires pour y parvenir. Et comme elle l'a fait de manière anonyme, la police ne pourra jamais l'attraper. La foi de Veltol devrait être au plus haut à ce stade, il lui appartient donc d'en faire usage et de sauver Makina. Dans le cœur du réacteur, Marcus commence à reconsidérer ses choix lorsqu'il voit la seconde forme de Veltol. Il ne savait pas que Veltol possédait une telle forme, mais Veltol le traite de stupide pour avoir cru comprendre toute la puissance du Seigneur Démon. Pour manifester cette forme, Veltol a besoin d'une grande foi et d'un accès direct à des lignes laïdétaires de haute densité. Il invite Marcus à trembler de peur devant sa grandeur, mais Marcus pense toujours qu'il a une chance de gagner puisque Veltol a tout de même réussi à perdre contre Graham à l'époque. Veltol ne peut nier qu'il a été vaincu par Graham, mais si Marcus pense qu'il est capable de reproduire un tel exploit, alors il est plus que bienvenu pour essayer. Marcus essaie nerveusement de lancer son sort d'épée de sang, mais cela ne fonctionne toujours pas. Peu importe le nombre de fois qu'il le lance, il est toujours annulé juste avant d'être activé. Marcus ne comprend pas pourquoi cela se produit, mais Veltol lui explique qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter puisqu'il ne fait que reproduire le même tour que Marcus a fait la première fois qu'ils se sont affrontés. À l'époque, la familia de Marcus lui permettait d'avoir 2 longueurs d'avance sur Veltol en termes d'incantation, mais aujourd'hui, grâce à la nouvelle forme de Veltol et à ses capacités accrues, il est en mesure d'obtenir la magie proclin. Marcus n'arrive pas à croire que Veltol ait réussi à faire quelque chose comme ça en si peu de temps, alors que même la dernière Magitech n'est pas capable de recréer de la magie sans incantation ou proclamation, mais c'était assez simple pour Veltol de le faire une fois qu'il a pris cette forme et qu'il a analysé la familia de Marcus. L'utilisation de la magie de proclamation consomme beaucoup d'éther, mais heureusement, Veltol se trouve juste à côté d'une énorme source d'énergie, ce qui lui permet de l'utiliser autant qu'il le souhaite et de lancer de la magie simplement en y pensant. Tout cela grâce à Marcus, car même avec le génie de Veltol, il n'aurait jamais pu y parvenir sans le travail de base de Marcus. Il le félicite donc encore une fois pour son excellent travail, mais maintenant, il est temps de le punir. Marcus refuse toujours d'accepter sa défaite et tente à nouveau de lancer ses épées de sang. Mais cette fois, au lieu d'annuler la magie de Marcus, Veltol décide de désactiver la familia de Marcus pour qu'il ne puisse plus utiliser sa magie. Cela n'empêche pas Marcus d'essayer, mais il a l'air tellement pitoyable et désespéré que c'est un peu gênant. Il finit par comprendre qu'il a été complètement dominé et commence à se demander comment cela a pu lui arriver après tout le soin qu'il a apporté à la préparation de sa victoire sur Veltol. Veltol commence à en avoir assez d'entendre Marcus se plaindre, alors il provoque une explosion dans la bouche de Marcus pour le faire taire et lui dire de rester silencieux. Cependant, Marcus régénère sa bouche et s'apprête à recommencer à crier, alors Veltol utilise la magie du vent pour le trancher et la magie du feu pour le réduire en cendres. Marcus étant encore capable de se régénérer, Veltol continue de le frapper avec toutes sortes de magie jusqu'à ce qu'il tombe au sol, épuisé. Veltol décide donc de s'inspirer de Takahashi et utilise sa magie pour pirater la familia de Marcus et lui faire voir quelque chose de terrifiant. Marcus commence à paniquer, et Veltol lui explique qu'aucune de ces choses n'est réelle. Il utilise simplement la familia de Marcus pour donner à son cerveau de fausses informations visuelles, et ce genre d'illusion est si réaliste qu'on ne pourrait jamais faire la différence en temps normal. Marcus n'arrive pas à croire que Veltol ait pu pirater sa familia de pointe aussi facilement, mais après tout ce que Veltol a fait, ce n'est pas si surprenant. Marcus a perdu tous ses avantages, et entre la menace d'être tué encore et encore par Veltol ou de devenir fou en étant hanté par des illusions, Marcus commence à se recroqueviller sur lui-même et à plaider pour sa vie. Il jure même qu'il servira loyalement Veltol une fois de plus, mais Veltol lui a déjà donné 2 chances de se rendre, et il a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de pitié par la suite, alors il est temps de passer à la punition de Marcus. Il lève son épée et poignarde Marcus dans le dos pendant qu'il s'incline, puis relève son corps. Lorsque Marcus ouvre les yeux,
il se rend compte qu'il est suspendu au-dessus de la fournaise immortelle, et son terrible destin commence à se dessiner. Marcus demande à Veltol s'il va vraiment le jeter dans la fournaise, et Veltol n'hésite pas à répondre que c'est exactement ce qu'il a l'intention de faire. Marcus essaie de dissuader Veltol de le faire puisqu'il n'a rien à gagner à jeter Marcus dans la fournaise, mais Veltol a de très bonnes raisons de vouloir y jeter Marcus. Premièrement, son visage est ennuyeux. Et deuxièmement, si Marcus est jeté dans la fournaise, celle-ci continuera à fonctionner un peu plus longtemps, au moins jusqu'à ce qu'une source d'énergie alternative soit inventée. Marcus commence à crier que Veltol n'est pas meilleur que lui puisqu'il est prêt à utiliser la machine dont il est venu sauver Machina, et que même si faire cela est moralement mauvais, Veltol n'est pas appelé seigneur des démons parce qu'il est un type moralement droit. Marcus commence à faire valoir que, outre ses ambitions égoïstes, certaines circonstances l'ont contraint à agir de la sorte, et que ce n'est donc pas entièrement de sa faute, mais Veltol n'est pas prêt à se laisser faire. Marcus tente d'utiliser un peu de son sang en guise d'ultime attaque, mais je ne sais pas pourquoi il pensait que cela servirait à quelque chose. Veltol n'a plus rien à faire avec Marcus, il utilise donc ses doigts pour racler le corps de Marcus sur son épée et le jette dans la fournaise immortelle, où il se désintègre complètement et devient un combustible pour la fournaise. Maintenant que Marcus est parti, les liens de Machina se défont et Veltol revient à la normale. Mais tout ce gâchis et la possibilité de perdre Machina pour toujours lui ont appris un peu de la valeur de la vie. Il se rend compte qu'il tient à Machina plus que tout au monde et lui dit qu'il l'aime. Un certain temps passe, et nous voyons une fille blonde dans une école qui regarde par la fenêtre parce qu'elle s'ennuie dans sa vie actuelle. Elle jette un coup d'œil à 2 filles de sa classe aux mâchoires gigantesques, et dès qu'elles la surprennent à les regarder, elles se mettent à la traiter de perdante de toutes les façons imaginables, et tout cela sans interrompre leur série de miaulements. À ce moment-là, la maîtresse entre dans la classe et annonce à tout le monde qu'un couple de nouveaux élèves transférés a rejoint la classe aujourd'hui. Alors qu'elle demande au premier élève transféré de se présenter, nous voyons Veltol énoncer fièrement son nom et proclamer qu'il laissera sa marque dans cette ville. Si vous vous demandez comment nous en sommes arrivés là, sachez qu'après l'incident avec Marcus, la vie de Veltol et Machina a repris son cours normal et que Veltol poursuit sa carrière dans le streaming. Il vient de vaincre le dernier boss de sa campagne de speedrun, et Machina l'a encouragé pendant tout ce temps depuis l'autre pièce. Maintenant qu'il a enfin terminé, Veltol se réjouit de sa victoire auprès de ses téléspectateurs, qui n'arrêtaient pas de dire qu'il n'y avait aucune chance qu'il gagne. Il lui a fallu 3 jours de jeu non-stop pour terminer une partie de 10 heures. S'il n'était pas immortel, il serait probablement mort à cause du manque de sommeil. Quoi qu'il en soit, sa résilience lui a permis de remporter une fois de plus la victoire, et Veltol fait ses adieux à ses spectateurs et met fin à son stream. Maintenant que le stream est terminé, Machina entre dans la chambre de Veltol et le félicite d'avoir réussi à terminer le jeu. Cependant, elle lui demande de faire une pause au moins une fois toutes les 24 heures, car elle n'a pas pu passer de temps avec lui ces 3 derniers jours. Veltol s'excuse et dit qu'il fera en sorte de passer du temps avec elle. Par ailleurs, Veltol et Machina ne vivent plus dans l'appartement délabré de Machina, ce qui signifie que la chaîne de Veltol doit se porter à merveille. En fait, il vient d'atteindre les 3 millions d'abonnés, et Machina lui demande s'il aimerait fêter cela en allant manger des sushis. Veltol apprécie le geste, mais dit qu'il n'y a pas lieu de célébrer quelque chose d'aussi trivial que 3 millions d'abonnés, car la véritable étape est le fait que son pouvoir a augmenté, au point qu'il peut maintenant accéder à la 2e forme de son épée noire à volonté. Machina le félicite également, et lui demande à nouveau s'il aimerait aller manger des sushis pour fêter ça. Veltol lui demande alors si elle a vraiment envie de sushis, mais Machina lui répond qu'elle n'aime pas particulièrement les sushis. Veltol est confus, mais au lieu de lui demander de s'expliquer, il décide d'ignorer sa déclaration et de retourner parler de la 2e forme de son épée. Malheureusement, il n'en a pas vraiment l'utilité, car la 2e forme de son épée sert principalement à exécuter les immortels. À ce propos, maintenant que Marcus a été éliminé, Veltol pense qu'il est temps de partir à la recherche des autres pères sombres immortels qui ont disparu. Ceux qui manquent encore à l'appel sont Ralshin, Seawald et May. Connaissant Marcus, il se serait certainement vanté de les avoir tués s'il l'avait fait, on peut donc supposer qu'ils sont encore en vie quelque part. Veltol demande à Machina si elle est prête à l'aider dans cette tâche ardue, et elle jure qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour s'assurer qu'ils réussissent. Veltol se souvient d'avoir créé un registre de pères sombres avant d'être vaincu. Il demande donc à Machina si elle sait ce qu'il est advenu de ce registre. Les registres des pères des ténèbres contiennent toutes les signatures de mana des différents pères des ténèbres, ce qui leur permet de suivre automatiquement leur emplacement et leurs activités. Machina explique que les registres ont disparu il y a longtemps et qu'il sera difficile de les retrouver. Malgré tout, Veltol est déterminé à retrouver le reste de ses subordonnés, quel que soit le temps que cela prendra. À ce moment-là, la sonnette de la porte retentit. Ils vont donc ouvrir et découvrent Takahashi en face d'eux. Veltol est surpris de voir Takahashi en uniforme, car elle ne lui a jamais dit qu'elle était lycéenne.
Il lui demande si elle a vraiment le droit de faire tous ces travaux dangereux et illégaux alors qu'elle est encore étudiante, mais Takahashi n'y voit aucun inconvénient tant qu'elle ne se fait pas prendre. Elle mentionne également qu'elle a vu le stream de Veltol tout à l'heure, et elle le félicite d'avoir battu ce jeu, même si cela lui a pris 3 jours. Veltol s'inquiète un peu que ses spectateurs n'apprécient pas qu'il stream si longtemps, mais Takahashi l'assure que ce n'est pas si grave. Les gens se contentent généralement d'écouter les longs streams en guise de musique de fond, alors tant qu'ils postent de temps en temps des extraits pour ceux qui ne peuvent pas regarder l'intégralité du stream, tout devrait bien se passer. Elle demande à Veltol quel jeu il prévoit de streamer ensuite, mais un silence gênant s'installe, car il ne prévoit pas de streamer avant un certain temps. Takahashi comprend qu'il y a quelque chose que Veltol et Makina ne lui disent pas, et elle commence à se plaindre qu'il est injuste qu'il garde des secrets pour une amie comme elle. Veltol décide finalement de la mettre au courant de la mission, et lui explique qu'il est à la recherche d'un ancien gadget magique appelé le registre des pères sombres. Takahashi est tout excité à l'idée de participer à une chasse au trésor. Elle dit à Veltol qu'il peut compter sur elle pour trouver les dossiers car, grâce à ses talents de pirate informatique, cela ne devrait pas être très difficile. Elle commence à faire des recherches sur Internet, mais Makina ne pense pas qu'il soit facile de trouver des techniques anciennes en ligne, et même si elle a raison, Takahashi a ses propres méthodes pour trouver ce qu'elle veut savoir. Tout d'abord, elle recherche tous les endroits où les documents pourraient se trouver, y compris les collections, les musées et les ruines, et après avoir recoupé les données, elle trouve finalement les documents dans la ville d'Akihabara. C'est l'une des villes satellites de Shinjuku, et c'est aussi là que se trouve l'académie de magie la plus prestigieuse du monde, l'Uxel. L'école a été fondée juste après la fin de la guerre immortelle, et des rumeurs circulent sur l'existence d'un trésor enfoui sous terre, mais la porte de la chambre forte est restée scellée pendant plus de 500 ans. La date de création de l'école coïncide avec celle à laquelle les archives ont disparu, Veltol pense donc qu'elles doivent se trouver dans cette chambre forte. Makina demande s'il ne devrait pas y faire irruption et s'emparer des archives par la force, mais Takahashi pense que ce plan est beaucoup trop barbare. Il serait beaucoup plus facile pour eux de se faufiler sans se faire repérer et de voler les documents puisque Takahashi peut désactiver leur système de sécurité. Cependant, Veltol a une meilleure idée en tête. S'ils doivent se faufiler dans une école de toute façon, pourquoi ne pas simplement s'inscrire en tant qu'étudiant et se fondre dans la masse? Takahashi trouve cela plutôt amusant et propose donc de falsifier les documents pour eux, et Veltol déclare officiellement qu'il ira à l'école. Le lendemain, ils préparent leurs affaires et partent pour Akihabara City, mais lorsqu'ils arrivent enfin, Vel est bloqué à la porte de l'immigration par un robot qui lui demande sa carte d'identité. Cependant, Veltol a maintenant 3 millions d'abonnés, et il est scandalisé que le robot ne sache pas déjà qui il est. Il était sur le point d'appeler un responsable, mais Takahashi ne veut pas avoir à gérer une crise de carène de la part de Veltol, alors elle montre sa carte d'identité au robot et l'entraîne à l'écart pour qu'il puisse continuer à se diriger vers l'école. Une fois qu'ils ont quitté la gare, les yeux de Veltol s'illuminent car cet endroit ressemble exactement à Alnit à l'époque, et il se sent nostalgique de le revoir. Cette ville est connue pour son ingénierie magique de pointe. Les prothèses magiques qui y sont vendues sont parmi les meilleures au monde et ont des performances extraordinaires. Il aurait été impossible de fabriquer une technologie aussi incroyable à son époque. Les prothèses magiques sont une chose, mais qu'elles soient si avancées qu'il soit possible de remplacer tout son corps, cela dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Takahashi lui explique que s'il est possible de tout remplacer, après ce qui est arrivé à David Martinez, les gens ont décidé de s'en tenir à des implants plus modérés. Le groupe poursuit sa route et arrive finalement à la porte de l'Académie Luxel, mais Veltol est déçu car cet endroit ne correspond pas à l'esthétique d'Alnit que l'on retrouve dans le reste de la ville. Ils se rendent à l'intérieur et rencontrent Trat Gothel, la directrice de l'Académie magique, pour être officiellement admis dans l'école. Mais Trat n'est pas une personne ordinaire. Elle est à la tête de l'une des 3 grandes maisons de la ville, les Gothel, et elle dirige pratiquement la moitié de la ville d'Akihabara. Takahashi n'est pas sûr que ces faux documents la tromperont, et elle était donc tout à fait prête à faire appel à toute la mémoire vive nécessaire pour que Trat les accepte. Cependant, à sa grande surprise, après que Veltol a dit son nom à Trat, cette dernière accepte les documents sans poser d'autres questions. Mais il y a encore une chose qui l'intrigue, alors elle demande pourquoi Veltol a décidé de venir dans cette école. Takahashi s'apprête à inventer un mensonge, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Veltol répond en disant qu'ils sont venus ici pour jeter un coup d'œil dans le trésor qui se trouve sous l'école. Trat demande alors pourquoi Veltol s'intéresse au trésor, mais Veltol répond simplement qu'aucun secret n'échappe à son œil avisé. À partir de là, Trat et Veltol commencent à se dire des choses que Takahashi ne comprend pas, mais à la fin de leur conversation, Trat admet que Veltol n'est qu'un mec cool qui veut discrètement voir le trésor, et elle est donc d'accord pour lui en donner l'accès. Cependant, il y a un problème. Elle veut lui donner accès, mais elle ne peut pas car le trésor est actuellement scellé et l'a été pendant les 500 dernières années. Veltol demande s'il est possible de lever le sceau, et Trat explique que pour ce faire, il faut que les 3 maisons, les Gothel, les Shepard et les Renards, se mettent d'accord et réunissent leur regalia pour faire office de clé.
Cette épée est l'une des 3 Regalia, connue sous le nom de lame de Gothel. Pour défaire le sceau, Veltol devra acquérir la couronne de Shepard et l'orbe de renard. S'il y parvient, Trat se fera un plaisir d'ouvrir le sceau pour lui. Pour être honnête, elle aimerait bien voir le contenu de ce coffre, mais elle se heurte à un obstacle de taille. L'orbe de renard n'est pas là. Le groupe est ensuite présenté à Mademoiselle Mag, leur nouvelle professeure principale, qui les conduit à leur nouvelle salle de classe. Cependant, conformément aux règles de l'école, Makina et Takahashi doivent retirer leur familia, et Takahashi se sent bizarre de ne pas avoir son familiar puisqu'elle a l'habitude de le porter tout le temps. L'école met l'accent sur l'étude de la magie traditionnelle. Il est donc strictement interdit à tout élève de porter un familier dans l'enceinte de l'école. Veltol est personnellement d'accord avec cette politique car, bien qu'un familier puisse être une aide incroyable dans la vie de tous les jours, on ne peut vraiment comprendre la magie que si l'on apprend à la faire sans aide. Une fois qu'ils sont arrivés en classe, Mag leur dit d'entrer l'un après l'autre, après qu'elle ait tout expliqué au reste de la classe. Pendant que l'enseignante est partie, Veltol demande à Makina et Takahashi ce qu'ils devraient faire pour leur présentation. Il a récemment joué à un jeu avec un élève transféré et a découvert qu'il est absolument essentiel d'avoir une introduction percutante, ce qui nous amène à son introduction. Après que Veltol s'est présenté avec audace, Makina et Takahashi font de même à leur manière. Une fois les présentations terminées, Mademoiselle Mag convoque Veltol car elle doit mesurer son pouvoir magique à l'aide d'un cristal pour l'évaluation de sa classe. Veltol comprend pourquoi elle veut évaluer sa magie, mais il veut la prévenir à l'avance car il est sûr qu'il finira par casser ce cristal. Mag pense que Veltol exagère et lui dit qu'il est impossible que le cristal se brise, mais lorsque Veltol essaie de l'utiliser, le cristal se brise effectivement. Pendant ce temps, nous voyons Graham en ville, et il a l'air de chercher quelque chose. Après l'incident avec Marcus, il s'est lié d'amitié avec la secrétaire, qui l'aide à retrouver sa déesse. C'est la fin de l'épisode 8. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.